Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde ? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde, pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard Sur RTL. Bonjour, deux grands comédiens vont se partager aujourd'hui notre affiche. Pierre Arditi tout à l'heure et tout de suite Jean Piat. Jean Piat qui, plus qu'octogénaire, réussit la performance de faire à la fois sa rentrée sur scène avec Maria Pacôme et sa rentrée dans les librairies avec Françoise Dorin. Acteur cultivé, érudit même, connaissant son Sacha Guitry sur le bout de la plume, il n'ignore rien de l'alchimie des talents et des petits secrets des coulisses. Il doit sa forme exceptionnelle au fait qu'il n'a jamais arrêté de travailler, à son habitude de ne consulter son portable qu'une fois par semaine et au rapport passionnel qu'il entretient avec son public. Passant outre à ses innombrables succès théâtraux et au triomphe personnel remporté naguère dans Les Rois maudits, il évoque avec modestie le peu de rôles que le cinéma lui a offert et sa vocation, encore contrariée, mais il n'a pas chanté son dernier mot, de crooner. Asseyez-vous, Jean Piat, et considérez-vous comme placé en garde à vue. Ça commence bien. Jean Piat, le théâtre est-il devenu pour vous une affaire de famille ? Oui, depuis longtemps. Oui, mais parce que là, votre propre fille... a fait l'adaptation avec moi, oui. Ah oui. Oui. L'adaptation d'une pièce américaine, bien C'est entendu. une coïncidence ou non ? Non, c'est une volonté. Une volonté. Je vais vous oui. dire pourquoi, elle parle anglais beaucoup mieux que moi. Oui. Et il y a Pour la d'autres simple raison personnes que je de ne la parle pas famille anglais. dans l'aventure ? Ah non, quand même, non. Il y a d'autres personnes, oui, dans la distribution, mais pas dans l'adaptation de la pièce. Oui. Comment va la chère Danielle Darieux, qui devait être votre partenaire dans La Maison du Lac ? Ben écoutez, elle va aussi bien que possible, mais le moral est un peu atteint parce que, vous savez, 3 jours avant de passer une pièce, passer d'un décor à l'autre avec une légèreté qui lui est sa grâce, qui lui était naturelle, et se À casser la 91 figure. ans, hein ? 91 ans, pas encore. Elle va Au début du mois de mai. Voilà, exactement. Mais c'est affreux parce que elle était heureuse, délivrée, le texte lui parvenait facilement, ça y était, les changements de costume se faisaient, c'était fluide. Elle se sentait bien avec son partenaire. Oui, très bien, vraiment très bien, très bien. Moi j'ai adoré Daniel quand j'avais 17 ans, j'ai quelques années de plus et j'adore toujours Daniel. Et c'est abominable d'entendre Comment quelqu'un... est-ce arrivé alors ? C'est arrivé parce qu'il fallait passer une porte pour passer d'un décor à l'autre. Le décor est en 2 parties. Pour passer de la partie droite à la partie gauche, il y a un petit escalier de 2 marches. Et elle était tellement heureuse de se sentir... Et on était à la fin de la répétition, ça se passait vers 11h du soir. Et elle a passé la marche comme une gazelle. Et pouf, elle s'est foutue par terre. On a entendu quelqu'un hurler, mais vraiment hurler. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe ? Par bonheur, le théâtre de Paris a en face la caserne des pompiers blanche. Oui. Ils sont venus tout de suite, à 4 ou 5, immédiatement, ça a duré 1 minute et demie. Et le capitaine des pompiers nous a dit, écoutez, je crois que c'est un petit peu embêtant, parce que là, le genou enfle gravement, je crois qu'il y a une fracture. Alors ils l'ont emmené directement aux urgences d'un hôpital, et là on a diagnostiqué tout de suite une fracture du tibia, mais malheureusement ce qu'on n'a pas vu tout de suite, c'est qu'il y avait aussi une fracture de la clavicule. Oh là. Alors le tibia on peut évidemment plâtrer, elle est plâtrée depuis 15 jours, quoi. Elle est ressortie de l'hôpital. Elle est ressortie de l'hôpital, bien sûr, elle est revenue il y a quelques jours, il y a 48 heures, avec l'espoir qu'on allait lui mettre un plâtre disons un peu plus souple. On lui a dit, écoutez, non, vous savez, il faut que ça se ressoude.
Alors c'est Maria Pacôme qui a repris le rôle quelques jours après avoir annoncé qu'elle ne ferait plus jamais de théâtre. Très exactement. D'ailleurs, c'est fantastique parce que c'est ça où notre métier est extraordinaire. Et vous savez, là, on se dit, bon, elle a fait des adieux, elle avait fait son spectacle, elle était toute seule en scène, etc. Et on se dit, il n'y a pas à dire, ils ne peuvent pas lâcher la rampe. C'est pas vrai, elle voulait vraiment s'arrêter. Et elle nous a rendu un service immense parce qu'elle est tout de même à une hauteur très convenable sur le plan d'une affiche. Et c'est une actrice qui a un tempérament exceptionnel aussi. Donc, on a été très gâtés dans notre désastre. Et alors, il est prévu qu'éventuellement, dans quelques semaines, Daniel Darieux pourra revenir. On espère qu'en septembre, Daniel pourra faire la tournée, puisque la tournée était prévue déjà pour le démarrage fin septembre, pour 3 mois. Et en tout cas, Maria, elle, accepte de jouer 60 fois, mais elle a dit, c'est tout ce que j'accepte, j'aime bien la campagne. Après, elle fait ses adieux. Après, elle fait ses adieux. Oui, mais c'est drôle, parce que ça créera 2 légendes. L'une qui n'a pas pu jouer le rôle, en tout cas quand elle était prête à le faire, et une autre légende, ce sera celle qui justement a fait ses adieux, mais a repris le collier pour nous rendre service. C'est pas une pièce comme les autres. C'est pas une pièce comme les autres. Alors, c'est une pièce qui est déjà ancienne. Oui, c'est une pièce qui a plus de 30 ans. Qui avait donné lieu aussi à un film. Avec Fonda. Fonda et un très beau film. Un très beau film. Avec Fonda et sa fille et Catherine Hepburn. Une famille de père et de fille, d'ailleurs. C'était l'histoire du Alors, il y a une différence entre la version cinématographique et la version théâtrale, c'est qu'au théâtre, on ne voit pas le lac. Non, hélas, on ne voit pas le lac, mais enfin, on le sent. On entendra les canards, on entendra les bateaux qui arrivent sur le lac. Pourquoi on ne voit pas le lac? C'est difficile de mettre un lac. Des gens étaient dans la flotte avec la chute de Daniel, c'est pas la peine de continuer. Mais non. Mais enfin bon, on tient beaucoup compte dans l'adaptation, on tient beaucoup compte des réalités du film. Il y a des scènes du film qui sont réintroduites dans la pièce, avec l'autorisation de l'auteur, bien entendu. Il aurait fallu jouer au Grand Rex, vous auriez la féerie des eaux. Ah oui, ça aurait été formidable. Ouais. Mais enfin, c'est grand, le Grand Rex. Il faut qu'on se fasse entendre tout de même, du Grand Rex. C'est grand aussi. Et puis... c'est grand, mais c'est quand même plus petit que le Grand Rex. En même temps, vous réapparaissez dans les librairies, c'est pas la première fois, mais là, c'est l'écriture à 4 mains que vous n'aviez jamais pratiquée. Jamais pratiqué, non. Ouais. Comment ça, on se répartit le travail? C'est pas difficile, il y en a un qui pense, l'autre qui écrit, et les 2 qui s'engueulent. C'est une bonne répartition. À l'issue de la chose. Alors, le co-auteur, c'est Françoise Dorin, que vous connaissiez depuis un moment. Depuis un bout de temps, oui. Mais chacun... Des familiarités, même avec elle, oui. Chacun de votre côté, vous écriviez, et là, vous vous retrouvez pour publier Quand les mouettes nous volent dans les plumes. Oui. Alors, vous avez imaginé des petits dialogues de plage, avec la mouette, qu'on connaît bien. Le mouet, on connaît moins. Vous savez, à l'origine, c'est ça. Si vous voulez, à l'origine du monde, il y avait des mouets, il y avait des mouettes. Il y avait les mouets mâles et les mouets femelles. Il n'y avait pas de mouettes, déjà. C'est les mouets mâles et les mouets femelles. Et puis un jour... toute l'assimilation serait inutile, mais un jour, les mouets femelles se sont révoltées en disant pourquoi est-ce qu'on est mouet, on devrait être mouette. Alors elles sont devenues mouettes, elles ont fait la grève de l'amour pour devenir mouettes. Et les mouets ont accepté que les mouets femelles deviennent des mouettes. Et alors c'est peut-être pour ça qu'on les entend rigoler sur les plages, parce que quand vous entendez le cri des mouettes, on a l'impression qu'elles rigolent. Oui. Et je crois qu'elles rigolent de nous-mêmes. Je crois qu'elles rigolent parce que la légende prétend qu'elles sont lesbiennes, les mouettes. Ah, c'est possible. C'est pour ça qu'elles ont voulu devenir mouettes. Oui. Elles ne voulaient plus rester mouettes femelles. Vous n'étiez pas au courant de ça? Non, il semble, d'après les études des zoologues... Alors, qui a donné l'exemple à l'autre sur la Terre, alors? Voilà une bonne question. La mouette, il faut quand même qu'elle se reproduise. Oui, elle se reproduit quand même. Elle est les deux, elle est bi. De temps en temps, elle veut fêter ça, elle fait ça aux mouettes et chandons, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ah, il y a les chandons. Oui, il y a les mouets et les chandons, c'est très juste. C'était le 22 avril dernier. Philippe Bouvard était entouré dans le grand studio de RTL de Bernard Mabille, Éric Legérias, Philippe Chevalier, Vincent Perrault, Thierry Roland et puis l'invité d'honneur Jean Pia pour la pièce La Maison du Lac. Alors voilà un petit livre, parce que c'est... on appelle ça très modestement dialogue de plage. Oui. C'est une... petit format, 140 pages. Oui. Le prix, ne me le demandez pas, je ne le connais pas. Non, mais c'est important le rapport page-prix, pour les auteurs, oui, bien sûr. Et pour l'éditeur, encore bien davantage. Surtout pour le client, Oui. Surtout pour le client, accessoirement, oui. Il y a un chapitre sur les portables, et Dieu sait qu'il joue un grand rôle sur les plages. Oh là. Mais vous, il semble que vous n'allumez le vôtre qu'une fois par semaine. Une fois par semaine, oui. Pourquoi? Parce que ça m'emmerde. Ah bon? Oui. J'ai pas envie d'être appelé. Mais vous savez, je suis un vieux sociétaire de la Comédie Française, même j'ai quitté il y a 35 ans, mais quand on a mis des sonnettes dans les couloirs pour appeler les acteurs, les sociétaires disaient « On vous sonne et vous répondez ?»
Ah, ouais, Alors ça, c'était ouais. Enfin, impossible. s'il y a un message urgent, attendre la semaine pour le prendre. Qu'est-ce qu'il y a d'urgent? Oui. Rien n'est urgent. 8 jours plus tard, ça n'est plus urgent du tout. Oui, ça c'est vrai. Ah, oui. C'est vrai, non? Mais évidemment. Quels sont les secrets de votre hygiène de vie? Ah, ça, c'est une vieille question, ça. C'est le théâtre. Je crois que c'est uniquement ça. Le fait de transpirer depuis 64 ans passés, ça fait le plus grand bien. Vous pensez que si on veut vivre vieux en bon état, il faut faire du théâtre? Exactement. Oui. Tout le monde devrait faire du théâtre. Tout le monde. Ça s'éliminerait d'office, d'ailleurs, c'est pas très grave. Regardez, les politiques font du cinéma, ils vivent longtemps. Oui, c'est vrai. C'est très juste. Combien de kilomètres avez-vous déjà parcouru sur votre vélo d'appartement? Oh, ça peut plutôt se mesurer en hectomètres, là, pour l'instant, oui. Non, je fais du vélo parce que j'ai besoin de rééduquer un ado qui a été opéré il y a 1 an et demi. Alors, je fais un peu de natation, et quand j'ai pas le temps de faire la natation, je fais du vélo. Mais disons que... Mais le vélo, on peut le faire chez soi, la natation, c'est plus difficile. Il faut difficile. faire du vélo que chez soi, parce que dans les rues de Paris, c'est suffisamment ennuyeux, alors non, ça, c'est pas dangereux. C'est vrai qu'avec un vélo d'appartement, on est rarement renversé par un autobus. Hein. Bah oui, c'est certain. Et puis tomber de son vélo d'appartement, c'est pas glorieux quand même. Infiniment moins grave. Dites-vous bonsoir à Napoléon le soir avant d'aller vous coucher. Tous les soirs, je salue l'empereur. Parce que Jean-Pierre habite un appartement qui est juste derrière les Invalides. En face. Vous voyez quand le nombre de visiteurs qu'il reçoit... plus les manifestations qui viennent se disperser place Vauban, ça c'est très... C'est autre chose, ça, c'est pas la même visite. Non, mais c'est fou le succès posthume de Napoléon. Ah, c'est extraordinaire, oui. Ah, oui. Vous vous rendez compte les films qu'on a fait sur lui, les bouquins qu'on a écrits sur lui? Il n'y a pas une star de la politique actuelle qui peut... Sarkozy est pas mal parti pour les bouquins. Bah, d'ailleurs, il y a une petite ressemblance. Oui. Dans la taille. Vous essoufflez-vous parfois à suivre l'actualité? Pas tellement, non. Je regarde ça d'un œil lointain, si je puis dire. J'arrive à un instant où... Vous savez, il y a une anecdote qui m'a beaucoup frappé un jour. C'est un ministre qui fait une déclaration très importante devant la Chambre des députés, et un de ses collègues dans le même parti se penche vers un autre collègue, dit « Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher collègue ?» L'autre lui répond « Je suis comme vous, je m'en fous. » Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe. On peut pas nier l'actualité, bien sûr. Non. Surtout que, parfois, on en est tributaire. Elle est sinistre. Et l'involontaire mécène. Ouais. Est-ce que les Français vous semblent constituer le peuple le plus ingouvernable de la planète? Incontestablement, oui. Il y a peut-être les Italiens qui ne sont pas non plus très en retard sur nous. Non. Mais enfin... attendez, les Italiens, ils ont eu en 60 ans 63 présidents du Conseil. Oui, c'est pas mal. Ah oui, ils nous battent là. Hein. Oui, ils nous battent, oui. Bah, depuis De Gaulle, c'est beaucoup plus difficile maintenant. Mais enfin, tout de même, non, nous sommes difficiles à gouverner. Dès qu'on dit quelque chose, on fait... Vous savez, il y a une dame un jour qui m'a dit ça. J'avais écrit un bouquin qui avait trait à la politique allemande, enfin pas à la politique, mais enfin à la vie de l'Allemagne, etc. Et elle me dit, vous savez, ce qu'il y a de différent chez nous, c'est que quand on dit il faut aller dans ce sens-là, on y va. Et vous, quand on vous dit il faut aller dans ce sens-là, vous faites pourquoi? Oui. Et bien tout est là. Oui, c'est vrai qu'on demande, nous. Oui. Avant de prendre l'autre sens, d'ailleurs. Les meilleurs moments de la saison 2007-2008 des grosses têtes, on appelle ça les grosses têtes de l'été, c'est tout l'été sur RTL, avec donc les meilleurs moments, 22 avril, Bernard Mabille, Éric Legérias, Philippe Chevalier, Vincent Perrault, Thierry Roland et les grosses têtes de Philippe Bouvard, et puis leur invité d'honneur Jean-Pierre pour la pièce La Maison du Lac. Première citation envoyée par Monsieur Béranger. Quelle comédienne disait « Depuis toujours, on me dit vous ne changez pas ». Alors je me dis quelle gueule je devais avoir à 18 ans. Pauline Carton. Bonne réponse de Bernard Mabille. Vous l'avez connue, Pauline Carton? Oui, j'ai connu. C'est un personnage. Oh, un personnage. Et en même temps, elle était très laide. Elle était d'ailleurs très peu élégante. Elle disait « Je ne m'habille pas, je me couvre ». Et Sacha Guitry en était très épris. Elle a été d'une fidélité exemplaire avec Sacha. Et elle lui avait signé un contrat en disant « Vous m'engagez quand vous voulez, au prix que vous voulez, je viendrai toujours ». Mais c'était une convention entre eux. Ah, oui. Il adorait Carton. D'ailleurs, elle a été merveilleuse dans tous les rôles qu'elle a joués. Dans des rôles un peu précis, elle était souvent la concierge, la vieille bonne. Oui, c'était pas un carton d'emballage. non, vraiment. Hein. Elle était emballée par Guitry, en tout cas. Mais il était très fidèle à quelques comédiens. Hein. Oui, c'est certain. Oui. Mais il adorait les acteurs, Guitry. Faut pas se tromper. Il était très impressionnant, parce que quand on jouait devant lui, on avait la trouille.
Mais c'était un type qui adorait les acteurs. Il y a des images de Guitry absolument fausses. C'est pas un type prétentieux du tout. Mais il avait une voix majestueuse et il parlait lentement parce qu'il fumait 60 ou 90 cigarettes par jour et il n'avait plus de souffle. C'est aussi simple que ça. Ah oui. La voix de Guitry était descendue. C'était pas la prétention du tout. Pas du tout. Il était d'une grande simplicité. Ah oui. C'était l'asthme, oui, davantage. Oui. Et l'asthme, 3 fois et l'asthme. Et l'asthme, Elle vivait à l'hôtel, Pauline Carton. Oui, elle vivait dans un hôtel rue de Rivoli. Oui, avec les doubles entrées. Ça donnait sur les Tuileries quand même, mais c'était une chambre pas très. Et moi, je l'ai grande connue en et pas Suisse, très dans un belle. petit hôtel. Elle a fini sa vie en Suisse, dans un petit hôtel très modeste. Et elle racontait des histoires sans arrêt. C'était une femme délicieuse. Et là, très dure, très vache et très ah drôle. oui, sûrement. Très drôle. Là, dans cet hôtel d'ailleurs, on lui connaissait pas tellement de liaison. Non. Dans cet hôtel de la rue de Rivoli, elle avait posé ses valises 30 ans plus tôt. Elle avait toujours pas vidé les valises. Alors je lui demandais pourquoi. Elle me disait, je suis pas certain de rester. Ah, c'est tout à fait elle, ça. Elle n'était pas descendue sur la Côte d'Azur au Carlton? Elle avait table ouverte, si je puis dire. Question de Madame Thomas de Poitiers qui a dit, j'ai vu des pièces si mauvaises que les acteurs eux-mêmes partaient avant la fin. Ça, c'est très joli. C'est français? Alphonse Allais? Alors, français académicien est mort. Marcel Pagnol? Marcel Pagnol. Ah oui, Bonne réponse de Philippe Chevalier. On dira, sans diminuer vos mérites, que c'est purement fortuit comme réponse. C'est-à-dire que je dis, les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Voilà. Tu devrais Ça m'appelle quelqu'un, ça. Tu devrais aller au casino ce soir, parce que là, t'as du pot. Question de Madame Léger de Reims. Au XVIIe siècle, où recrutait-on exclusivement les actrices de théâtre? Dans les boxons. Dans les bordels. Dans les bordels. Ah oui, exactement. Au Palais Royal. Dans les maisons closes, et il y en avait beaucoup dans Palais ce Royal. quartier-là. Les Bordeaux. Oui. Les Bordeaux. Ça s'appelait les Bordeaux. Et finalement, ça donnait de bons résultats. Oh, d'excellent. Et les machinistes Ça a étaient pas- d'anciens galériens, donc vous imaginez la vie des Ça s'appelait comédiens. les Bordeaux. Les Bordeaux, mais ça remonte avant le XVIIe siècle. Moyen-Âge, oui. Mais Est-ce il y a- que ça a vraiment changé? Oh oui. Alors, vous n'allez pas détruire notre belle profession, tout de même. Oui. Mais Sacha Guitry disait d'ailleurs, toutes les femmes sont actrices, sauf quelques comédiennes. actrices, oui, Non, comédiennes, toutes oui. les femmes sont comédiennes, sauf quelques actrices. Oui. Donc, une dame qui exerçait un métier de séduction n'était pas déplacée sur une scène. Elle était dans le propre du rôle, si j'ose dire. Un bordel des Bordeaux, je connaissais pas ça. Mais c'est bien. Pensez-vous, Il y a des culs Un classés. hôtel des autos aussi. pensez-vous, avec votre longue expérience, que toujours puisse encore rimer avec amour? Bien sûr. Oui. Oh, bien sûr. Oui. Oh, bien sûr. Le jour où toujours ne rimera plus avec amour, le monde sera vraiment d'une tristesse atroce. Moi, je crois à l'amour. Oui, mais toujours. Toujours, bien sûr. Ah, ben oui. Non, vous y croyez toujours, mais J'y pas crois pour toujours. Si, pour toujours, bien sûr que si. Ah, Ah, si. c'est formidable, ça. Ah oui, bien sûr. Faut pas désespérer de Non, l'homme, pas du Philippe. tout. Non. Vous assumez pleinement l'égocentrisme des artistes? Oui, c'est un égocentrisme particulier. On a peur. Les gens ne se rendent pas compte à quel point on a peur. On a peur, on est guetté de partout. Alors bon, oui, bien sûr. Vous savez, quand vous êtes en train de répéter un rôle, plus rien n'existe, ni famille, ni amis, il n'y a que le rôle, il y a Attendez, personne. une fois que vous êtes sorti du théâtre, l'égocentrisme. Non, parce que quand ne vous êtes sorti du disparaît théâtre, pas. vous retrouvez le personnage le lendemain, il n'y a pas de raison. Oh, non, attendez, on connaît les Vous gens. n'attendez pas de moi que je crache dans le potage, tout de même. Non, quoique, bon, vous êtes lucide et loyal, et donc, si vous Il y a regardiez des formes de constamment le cabotinage. nombril, vous le reconnaîtriez aujourd'hui. C'est certain. Hein? Ce qui fait que je ne me regarde pas constamment le nombril, quoi. Quand Non. même, vous regardez plus votre Je crois nombril que celui des autres. Oui, bien sûr, oui, parce que d'abord, le mien n'a pas d'intérêt, mais celui des autres peut en avoir quand même. Surtout si c'est un nombril charmant et féminin, il n'y a pas de raison de se priver. Mais au bout d'un certain nombre de représentations, on prend du recul quand même. On est moins habité par le personnage. Au contraire, on est de plus en plus habité par le personnage. Car l'erreur, c'est de croire que... Vous savez, les gens disent, vous entrez dans la peau du personnage. Non, pas du tout, c'est le personnage qui entre dans votre peau à vous. Donc, à mesure que vous jouez, au plus le personnage vous habite. Et vous le retrouvez tous les soirs, en mettant le costume, c'est lui qui entre en scène. Ah, c'est et pas le vous. personnage vous habite, le Ah oui, doute aussi, je complètement. suppose. Non, pas le doute. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus de doute. On n'a plus que la joie de qui jouer. ne doute pas, demande à Monsieur Pierre. Non, ce qu'il y a de certain, pour en revenir à votre question, c'est qu'il y a même à l'heure actuelle une tendance à se prendre au sérieux gravement. Mais il n'y a pas que les acteurs.
Tout le monde se prend au sérieux. Et ça, c'est très ennuyeux. C'est pour ça qu'on a écrit ce petit bouquin qui n'est pas sérieux. Et je veux dire, pour les grosses têtes, ça pose un problème parce que nous n'invitons que des gens talentueux et célèbres qui ne se prennent pas au sérieux. C'est pourquoi votre émission a un très gros succès. C'est possible. Non, mais c'est vrai. Non, mais le théâtre se prend grave. Enfin, le milieu théâtral se prend gravement au sérieux depuis l'introduction d'un théâtre assisté, si j'ose dire. Oui. Et toc, ça c'est vrai. Je voudrais maintenant vous faire entendre un témoignage sonore. Et vous savez qu'au fil des années de grosses têtes, notre sonothèque s'est enrichie de documents précieux, inestimables. Là, c'est Roger Pierre qui raconte un échange d'amabilité entre comédiens. Et deux grands comédiens au début du siècle. Mon cher ami, vous reprenez un rôle. Voyez-vous, nous sommes co-vedettes, alors attention, soyons fair-play. Ne me gênez pas dans mes effets. Voyez-vous, alors au deuxième acte, au début du deuxième acte, vous verrez, il y a à la troisième citation, je lance quelque chose, la salle pisse de rire. Alors vous marquez un temps, s'il vous plaît. Je vous serais très reconnaissant de marquer un temps. Vous laissez la salle pisser de rire parce que ça vaut le coup. Alors on arrive au moment. Non, rien. Et le gars, j'ai fait, dites donc, ils ont dû pisser avant de venir. C'était le 22 avril dernier. Les grosses têtes invitaient Jean Pia à l'occasion de la pièce La Maison du Lac. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait plus de vedettes aujourd'hui dans la troupe de votre ancienne maison, la Comédie Française ? C'est assez inexplicable. On a été vedettarisé, si je peux dire, de mon temps et un peu avant moi, parce que le cinéma venait un peu chercher des acteurs au théâtre. Maintenant, il ne vient plus du tout. Ah non. Bon, et d'autre part, la télévision venait alors chercher au début tous ces acteurs au théâtre. Cela dit, il arrivait que l'administrateur de la Comédie Française refusait aux pensionnaires, aux sociétaires d'aller tourner un film. Ça vous est arrivé. Et c'est pour ça que vous n'avez pas eu droit à la carrière cinématographique. D'autant plus que c'était un type comme Becker, et c'était Jacques Becker, c'était un très grand metteur en scène pour Rendez-vous de juillet. Et quel était l'administrateur à l'époque ? C'était Touchard. Pierre Aimé. Mais c'était normal. J'étais en train de jouer des choses. Il m'a dit, écoutez, il faut choisir, mon vieux. Vous êtes au Français, c'est pour jouer au Français, c'est pas pour la haute part. Mais aujourd'hui, nous serions, je crois, nous, incapables de citer 2 ou 3 noms de sociétaires du Français. Denis Podalides, quand même. Podalides, carrière au cinéma. Ouais. C'est vrai que Michel Vuillermoz, c'est une jolie carrière au cinéma aussi. C'est un très bon comédien. C'est pas une carrière au cinéma, on tourne, mais c'est pas une carrière de cinéma. Parce que les acteurs du Français, à l'époque où vous y étiez, Jean, ils faisaient de la télévision. Oui, c'est ça. Moi, je suis né avec la télévision. Je suis né avec la télévision. Et vous avez culminé avec Les Rois Maudits. Ah oui, non, mais j'ai culminé avec ça. Mais avant, j'ai fait les émissions d'essai. Quand les Allemands sont partis, je me suis retrouvé un jour à Cognac-Jet. Je faisais des émissions dans des studios minuscules, éclairés d'une façon tellement abondante qu'on transpirait à on était maquillés comme des chasses. Et c'était des émissions d'essai avant même qu'il y ait des postes récepteurs en France. C'était en 1945 quand les Allemands sont foutus le camp. Mais qui regardait ? L'heure du berger, j'ai enregistré. Qui regardait ? Il n'y a personne, c'était uniquement des essais. C'était le rêve. Uniquement des essais. Non, les premiers postes de télévision, ça vient en 47-48 en France. Mais là, je parle de 45, après le départ des Allemands. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, au théâtre français, que ce soit Charon ou Hirsch ou moi, etc., ou d'autres, des Crières, tout ça, bon, on a fait de la télévision. Donc, il y a un moyen de connaissance immédiat par la télévision. Alors, La Maison du Lac... revenons-y. Oui, revenons-y. Et d'ailleurs... c'est le retour de 2 personnages. Oui, c'est une très jolie pièce. C'est un couple mythique, quoi. Ils s'adorent depuis plus de 50 ans. Enfin, autant que près de 50 ans. Et lui a toujours rêvé d'avoir un fils. Il a eu une fille. Et c'est le problème de Fonda, qui a eu un fils, mais qui a eu un fils après la fille. Et par conséquent, c'est le problème de Fonda et de sa fille, parce que lui voulait avoir un fils, et quand il a eu une fille, il ne s'entendait pas du tout avec sa fille. Alors, bon, la pièce arrange un peu les choses, mais enfin, c'est tout de même le conflit de l'amour de 2 êtres tellement exclusifs que l'enfant n'a pas eu sa place, et qu'elle vient reprocher ça un jour, comme ça, incidemment, en reprenant quelques jours de vacances dans la Maison du Lac, qu'elle a haï quand elle était gosse, quoi. Et c'est ça, la pièce. Le co-adaptateur de la Maison du Lac, c'est Paul Quentin. Oui. Il est toujours de ce monde ? Il est toujours de ce monde, oui, oh là là. Non, parce que on l'a toujours vu sur l'affiche. Est-ce qu'il n'était pas le compagnon d'Edwige Feuillère ? D'Edwige, bien sûr, oui. Ouais. Il a, c'est pas une révélation exceptionnelle, mais je crois qu'il a 95 ou 16. Ah oui, on travaille dans la vieillesse, là, chez nous. Hein. Mais c'est plein de jeunesse. Il est venu voir les répétitions ? Pas encore. Il est venu assister à une première répétition, mais c'était encore très embryonnaire. On l'a pas encore vu. Mais enfin...
étant donné qu'on recommence tout de A à Z depuis exactement 10 jours. Il a fallu tout reprendre. Tout à zéro. Ah oui, les effets sont peut-être plus les mêmes. Vous savez, les effets, pour l'instant, on n'est pas passé devant le public, alors on ne sait pas où ils se trouvent. On les espère, on les attend. En tout cas, ça fait un beau contre-emploi pour Maria Pacôme, ça. C'est pas contre-emploi, oui, peut-être. Un peu quand même. Elle va pas faire du Pacôme, là, quand même. Vous savez, c'est difficile quand on est soi-même de ne pas faire soi-même. Hein, c'est difficile. Oui, mais bon, le rôle, c'est pas de on verra bien. De toute façon, c'est un service exceptionnel qu'elle nous a rendu, car vraiment, elle ne voulait plus jouer. C'est vrai, c'est pas une légende. Hein. C'est pas parce que les grosses têtes partent en vacances qu'il faut rester inactif des neurones. Je m'excuse. Non. Il faut cogiter là. Cogitez bien à la question de culture générale qui va mettre KO les invités de Philippe Bouvard. Et si c'est le cas, RTL va vous offrir 300 € pour votre mérite. Et ce sera vraiment bien. Donc à vos stylos, envoyez votre question piège pour la rentrée à Philippe Bouvard, RTL, 22 rue Bayard, 75 008 Paris ou RTL.fr à la page des grosses têtes. Pourquoi les premiers scouts firent-ils scandale au début des années 20, demande Monsieur Maury de Toulouse. Ils étaient en culotte courte. Culotte courte. Oui, parce qu'ils étaient en culotte courte et qu'on voyait leurs mollets. Bonne réponse de Bernard Mabille. Il a été scout. Ah ouais. Ils n'étaient pas les seuls. Regardez Noël Noblecourt quelques années plus tard. Elle montrait ses genoux, elle a été renvoyée de la télé Elle, il y avait pour rien avoir qui montré dépassait ses du genoux. Bon, Marcillac. Oui, c'est vrai. Hein. Ouais. Thierry Roland, vous êtes avec nous? On voudrait pas te réveiller en sursaut, Thierry. On va lui parler du PSG, ça va s'arranger tout de suite. Ah non, au contraire, il va pleurer. Oui, ça c'est une manière tout de même de l'éveiller, si j'ose dire. Je prends des précautions parce qu'on dit qu'il ne faut pas réveiller brutalement les gens, que ça les traumatise. Mais il n'est jamais totalement réveillé, là, il dort encore, mais les yeux ouverts. Je trouve que vous êtes dur avec Thierry. Moi, je le trouve parfaitement éveillé. Merci. Dans ses commentaires sur Qu'est-ce que ça devait être, alors? C'est l'heure de sa sieste, hein. On est en milieu d'après-midi, c'est bon, là. Pourquoi les joueurs de l'équipe d'Argentine ne chantent-ils pas lorsqu'avant un match, on joue leur hymne national? S'il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole sur les Argentins. Voilà, bonne réponse de Mabille, de Logérias. Vous avez rien dit, Thierry? Si, mais non, il n'y a pas de parole. Oui, c'est pour ça. On l'applaudit puisque non seulement il a compris ce que les autres disaient, mais encore il s'en est souvenu. Je vais vous dire, il a un grand avantage, Thierry, quand même. C'est comme il a un tout petit temps, on peut le remarquer quand même, de retard. Il s'apercevra que le PSG est en 2e division après les autres, donc il sera moins triste. T'as dû être perroquet dans une autre vie, non? Cela dit, ils vont peut-être pas descendre. Non. Ça va être dur, hein? Ça va être dur. Il faut que la Sainte Vierge vienne jouer avec eux directement. Alors, là, ça va être dur. Faire un petit voyage à Lourdes, ce serait pas inutile. Pas inutile. Ça pourrait nous débarrasser des tocards qui les supportent. Ah oui, ça serait. Ça, c'est lamentable. Lamentable. Mais ça devient dangereux parce qu'on finit devant un tribunal. Oui. Les associations sont dissoutes. Hein. Oui. C'est les Boulogne Boys. Les Boulogne Boys. Boulogne Boys. Ah, oui. Des gens sympas, oui. Mais il n'y avait pas Jacques Lang dans les Boulogne Boys? Non. On a du mal à le dissoudre, de toute façon. Non. Je pense parfois avec un peu de tristesse à lui, parce qu'il était pratiquement dans le gouvernement. Ah oui. Là, puis bon. C'est mal passé. Il a fait beaucoup d'efforts pour y être. Question de M. Bourbin d'Évreux. Quelle nouvelle Alphonse Allais annonça-t-il à ses amis le soir de sa mort? Qu'il allait mourir. Oui. Il leur annonça qu'il allait mourir pendant la nuit. Alors tout le monde a rigolé. Ah, qu'il est drôle. Et le lendemain matin, il était mort. Bonne réponse de Bernard Mabille. Question de Madame Petite-Bayeux. Quels sont les titres des 3 pièces écrites par Alphonse Allais? Voilà. Il y a Sylvie et les faux Hollandais. Alors, exactement. Alors là, bravo. Oui, heureusement que vous êtes là, Jean. Non, mais ça n'en fait qu'une. Sylvie et les fonds hollandais. Les fonds hollandais. Les fonds hollandais. Oui. Enfin, c'est très bien d'en Elles étaient avoir en trouvé. collaboration. Hein. Non, c'est pas. Elles ont été jouées ou pas? Sylvie, oui. Les fonds hollandais, c'était joué. Oui. Écoutez, on considère que de pouvoir citer une seule de ces 3 pièces, c'est une bonne réponse. C'est quoi les deux autres? Et on applaudit Jean-Pierre. Les deux autres, c'est Le pauvre borgne et Le bon génie. Ah oui. Thierry allait le dire, tiens. Et Monsieur la pudeur.
Ah, ça, je connaissais pas. Vous connaissiez pas, hein? Oui, mais dites donc, hein. Des pièces qu'on n'a pas jouées depuis plus d'un siècle. Oh là, oui. Et pourquoi donc ? Très peu jouées, d'ailleurs. Le père Lacolique, c'était pas lui. Hein. Très curieusement, les écrivains ne sont pas toujours de bons auteurs dramatiques. C'est très curieux. Car Je regrette que les perles alcooliques aient disparu. Vous vous souvenez, on les plaçait sur une nappe. On achetait ça dans les magasins de farce et attrape. C'était un petit bonhomme en porcelaine avec un dispositif à l'intérieur qui faisait que, au beau milieu du repas et sans prévenir, il faisait caca sur la nappe. C'était de la moutarde de Dijon. Oui, c'est sympathique. On ne sait plus tellement rire. Non, c'est plus rire. Mais non, mais il n'y a plus de coussin péteur. Oui, c'est dommage. Le pot de moutarde avec le diable qui sort, ça c'est rigolo. Le fluide glacial. Ah, ça c'était drôle. Le faux panari. Non, le coussin péteur. T'appuyais dessus, il y avait un peu de pu qui sortait. Oh là là. Déjà mentionné. Et puis mes amis, le poêle à gratter. Ah oui aussi. Bah oui. Ah oui, la boule puante. Ah oui, la boule puante. Est-ce qu'il y a encore des boutiques de farce et attrape? Oui, 2 ou 3, mais très peu. Ils font les masques encore, non, les cotillons. Pour les boules puantes, si vous on n'en trouve plus, mais je prête une vieille tante à moi qui sent très fort. Qu'on peut inviter dans les dîners. Ils font des trucs maintenant télécommandés là, avec une espèce de lâcher de paix à distance. Qui est ça j'ai acheté, ça c'est très drôle. C'est très drôle. Ils font le coussin péteur télécommandé. Voilà, ça j'ai acheté. Sinon, moi je peux venir dîner chez vous, je pèterai à domicile aussi. Parce que si la cuisine est bonne, je viens gratuitement. Ce qui est formidable avec ce truc-là, c'est que ça sert d'alibi. Oui. Vous dites non, c'est pas moi, c'est la boîte. Le 22 avril, les grosses têtes sur RTL s'appelaient Bernard Mabille, Éric Legérias, Philippe Chevalier, Vincent Perrault, Thierry Roland et Philippe Bouvard avait invité Jean-Pierre. Question de Monsieur Folenfant. Comment s'appelait la mère de Victor Hugo? La mère Hugo. Oui, Madame Hugo. Madame Hugo, la générale, on l'appelle la générale. Son prénom ou son nom de jeune fille? Alors, son nom de jeune fille, puisqu'elle s'est appelée ensuite Madame Hugo quand elle a épousé le général, mais femme qui a laissé un nom dans l'histoire de la littérature, et d'ailleurs, on lui a consacré de nombreux livres. Parce qu'elle laisse un nom sur votre fiche, hein, surtout. La femme de Victor Hugo? Non, la mère. Adélaïde Chocroun. C'est pas une fille Chocroun? Attendez, c'était pas une fille Chocroun, vous êtes sûr? Je me demande si c'était pas plutôt chez les Marouani. Elle a écrit d'Orléansville, elle était. Elle a écrit beaucoup de choses. Alors, je vais vous donner son prénom et j'attendrai de vous son patronyme. Elle se prénommait Sophie. Ah, Sophie. Sophie. Ségur. Non. Ah non. Ah ben dites, ça m'étonne que Jean-Pierre n'ait pas gardé le souvenir. Et alors pour vous mettre complètement sur la piste, puisque je vous ai donné son nom de famille. Pourquoi vous donneriez pas la réponse complètement? Non, j'ai pas le droit. Le règlement intérieur me l'interdit. Mais comme je vois que vous êtes jeune, sympathique et un peu paumé, tout à la fois, le mot fait partie du langage professionnel des bijoutiers. Crapaud. Joyau. Sophie Joyau. Monté. Bague. Sophie Bague. Sophie Non, Solitaire. Joyau, c'est le vrai nom de Solaire. Oui. Sophie Bague. Non. Sophie Collier. Cara. Sophie Ruby. Perle. Bijou. On a essayé quand même. Elle s'appelait Sophie Trébuchet. Ah oui, Et le trébuchet, c'est la petite balance. Elle pesait. Des bijoux. C'est une fille qui tombe Vous le connaissiez? Là, j'ai honte. Ah oui, non, je connaissais. Honnêtement. Enfin, ça m'étonne pas de vous, parce que vous avez été renvoyé d'un lycée parisien. Oui, d'une part, et puis vous savez, avec l'âge, on perd la mémoire, surtout celle des noms propres. Non. Oh là. Excusez. Vous savez, vous connaissez le mot de Pagnol avec Achard. Achard, disant devant Pagnol, c'est effrayant, je perds la mémoire des noms propres, j'arrive plus à me rappeler même des copains que j'ai vus 15 jours avant, et Pagnol lui ça c'est rien, c'est quand tu seras au nom commun que tu pourras te plaindre. Et pourquoi vous aviez été renvoyé d'un lycée? Eh ben, j'ai pas été exactement renvoyé. J'ai eu un bulletin trimestriel final en juillet disant il n'est pas admis à passer dans la classe supérieure et on ne pense pas qu'il soit de son intérêt de rester dans la même classe. Alors par conséquent, ça vous bien dit. C'était joliment dit. Ah oui. C'est comme quand on est sociétaire de la Comédie Française, vous êtes admis à faire valoir vos droits à la retraite. C'est-à-dire que vous êtes foutu à la porte. C'est mieux, oui. Mais alors là, vous étiez battu à plat de couture par Sacha Guitry qui a été renvoyé. Il en a fait 10, lui. 10, hein. 10, oui. Il était 10 fois en 6e, il n'a pas dépassé la 6e. Oui, il a fait 10 6e.
Et il dit d'ailleurs, c'est d'ailleurs pourquoi je peux appeler cette classe ma 6e. Donc en quoi on peut s'en sortir sans le bac et sans même le brevet? Il n'avait rien, lui. Ah ben rien du tout, non, rien du tout. Non, On est plusieurs, ne serait-ce qu'ici, je suis sûr à pas... D'ailleurs, un jour, son père a dit à un de ses proviseurs, écoutez, foutez-le à la porte, il ne travaille pas. Et le proviseur répond, mais je ne peux pas, il ne vient pas. Ce qui l'a pas empêché d'écrire sa première pièce à 17 ans. À 17 ans, oui. Et à 20 ans, Nono, qui a été un triomphe. Ouais. Il devait être quand même très bon en français. Oui, sûrement, parce que vous savez, il vivait dans une famille exceptionnelle où il y avait Feydeau, Alphonse Allais, Jules Renard, Courteline, etc. Bon, c'était la bibliothèque un milieu était vivante. particulier. Il y avait du beau monde chez papa. Hein. La bibliothèque, c'était autour de la table pendant les dîners. Elle était vivante, cette bibliothèque. Il a été imprégné de ça dès son enfance. Et puis Lucien était un grand personnage. Beaucoup d'humour. Ah ouais. C'était une vedette. Il n'a jamais écrit, Lucien, lui. Il a écrit voté, mais c'était. Il y a d'ailleurs un texte comparable. Ils ont écrit la même chose, la même histoire, la même anecdote. Un jour, un auteur important dit à Lucien, j'ai une pièce pour vous admirable, c'est un rôle qui, n'est-ce pas, une maîtrise, c'est un empereur. Et Lucien lui fait, écoutez, j'en ai joué beaucoup de ces choses-là, ce que je voudrais jouer maintenant, c'est un cul. Alors l'auteur dramatique a évidemment un recul. Oui, je voudrais jouer un cul, parce que les machins comme ça, non. Alors l'auteur réfléchit un peu, il fait oui, et votre personnage n'est pas un cul, dit Lucien. Non, dit l'auteur, non, mon personnage n'est pas un cul. C'est évident. Il réfléchit tout de même, et tout d'un coup, oui, tout de même à la réflexion, ça pourrait être un cul, mais alors quel cul, lui dit-il. Et Lucien n'a pas joué la pièce quand même. Pour ne pas louper un numéro des grosses têtes, pour éventuellement les apprendre par cœur, eh bien, allez donc faire un petit tour sur notre site rtl.fr à la page des grosses têtes pour voir si elles y sont. Bien sûr qu'elles y sont. Et même les archives sonores sont à télécharger en format MP3 pour les écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur la plage par exemple, ou au camping. Donc n'oubliez pas, rtl.fr. On retrouve les grosses têtes de l'été avec les meilleurs moments de l'année. C'était le 22 avril dernier. Philippe Bouvard avait invité dans le grand studio Bernard Mabille, Éric Legérias, Philippe Chevalier, Vincent Perrault, Thierry Roland. Et puis l'invité d'honneur du jour était Jean Pia qui venait parler de la pièce La Maison du Lac. Alors vous avez fait quand même du cinéma, et pas avec n'importe qui, avec Louise Buñuel. Est-ce qu'il n'a pas abusé un peu de votre gentillesse là? Non, pas du tout, c'est le producteur qui a habité. Vous avez raconté les le blagues. producteur m'avait dit, écoutez, voilà, je venais de faire Lagardère, donc il s'agissait de faire un duel avec Georges Marchal. Et le producteur m'a engagé en me disant c'est le dernier film que fait Buñuel et tout le monde a accepté de le faire au même prix. Et à ce moment-là, c'était 600 balles, c'était pas quelque chose d'extravagant. Hein. Tout le monde a accepté. Alors bon, tout le monde ayant accepté de faire le même prix, c'était le dernier film de Buñuel, en hommage à Buñuel que je ne connaissais d'ailleurs pas, qui était sourd comme un pot, qui ne me connaissait pas non plus, qui s'en foutait complètement. Bref, j'ai fait le dernier film de Buñuel. L'ennui, c'est qu'après, il en a fait 5 autres. Enfin, c'était quel film, Jean? J'ai jamais eu de chance avec le. C'était le. Oh, je me rappelle. La Voie lactée? La Voie lactée, oui, exactement. Ah, il connaît tout, hein, ça m'a permis de connaître Terzieff, qui est un type tout à fait remarquable. Ouais. Oh, c'était quand même un grand metteur en scène. Ah, bah, c'est un grand metteur en scène, oui, bien sûr. Ouais. C'est pour ça qu'il a fait 5 films après celui-là. Question de monsieur Moreau. Dans La Jument verte de Marcel Aimé, quel est le nom du propriétaire de la jument? Ah, alors le nom de c'est Bourville. C'est Bourville. Il s'appelle Aimé. Ah, il faut connaître le faucheur. Ah, mais je le connais bien en plus. Mais oui, faire chaud le faucheur. C'est avec Francis Blanche, son frère. C'est pas ce qu'on te demande. Ouais, mais j'essaie d'y aller par petites étapes. Non. C'est le propriétaire de la jument. C'est un nom paysan. Oh oui, enfin dans la mesure où le titulaire habite à la campagne. Ah oui. C'est un prénom? C'est un nom qui est comme un prénom? Un nom breton, un normand. Non, j'avoue, j'ai jamais entendu. Non, c'est un patronyme qui n'est pas très courant. Hein. Oui, en plus, vous savez, il s'appelle toujours le quelque chose. Comme ça se fait beaucoup. Non, mais il disait le. C'est pas là non plus. Un tel Landré ou le. Non, c'est une bonne question, mais c'est une question à 300 €. Hein. Donc, j'ai déjà fait des démarches, j'ai prévenu la comptabilité. Oui, mais c'est pas si loin que ça à venir. C'est vrai? Oui. C'est un nom en 3 syllabes. Descendez en vous-même, comme vous n'êtes pas très grand, vous serez vite remonté. Vous avez raison. Ah, c'est une partie basse du corps? Non.
Non, mais puisque c'est l'histoire de deux familles, ils s'appellent toujours l'un par l'autre. Il est au Timin. Mettez-nous sur la voie, Philippe. Putain. Ah non, je peux pas. Oui, ça doit être ça. Je peux pas. Les roues et les combalusiers. On sait ou on sait pas. Eh bien, non, ça C'est pas mérite venu. les 300 €. Monsieur Moreau les Dites aura. le début quand même. Il s'appelle Audouin. Audouin. Ça vous dit rien d'ailleurs? Non, alors attendez. Bon, donc on n'a pas de T'es regret. pas né Audouin? Il n'y a pas de regret. Je suis pas sûr. Question de Madame Loret. Quel est le prénom du célèbre philosophe hollandais Spinoza? Je l'ai su, il je l'ai a un appelé par son prénom souvent. Oui. Un prénom latin? Non, un prénom plutôt allemand, néerlandais. Adolphe? Wolfgang. Friedrich. Non, qu'il doit être seul à porter. Hein. Audouin. Alors j'avais prévu 300 €, j'ai pas prévu 600. Alors c'est des questions difficiles. Bien que vous trouviez. Hein. Vous me dites, j'ai mon carnet de chèques. Spinoza. Bon, Spinoza, vous connaissez. Oui, Vous mais- connaissez l'homme qui était opticien. Oui, il est avant d'être opticien avec sa philosophe. femme. Il est opticien avec sa femme. Bon. Il était vraiment. Avec sa mère aussi, le opticien, sa mère, on l'appelait souvent. Alors je voudrais me tourner vers celui qui n'a rien dit et qui n'en pense pas moins. Ça, c'est Vers parce que t'as Thierry des Laurent. lunettes. Vers Thierry Roland. Vous avez entendu parler de Spinoza? Wolfgang. Non, Il jouait dans l'équipe italienne. Wilhelm. non. Herbert. Ça commençait par un B. Benjamin. Non. Birgit. Ça commence par un B et ça finit par un virement. Oui. Ben quelque chose. Non. Oui, bien sûr. Ah Ben- oui, c'est Ben ça, Johnson. Ben quelque chose, oui. Oui. Spinoza. Voyons. Allez, Il 2-2. se prénommait Barouche. Ah, Barouche. Jamais bien entendu sûr. parler. Eh ben, Si, vous si, pourrez ben plus moi, dire je- ça. C'est un chien, les barouches. J'ai un barouche. j'ai un barouche. Et des Rottweiler, les barouches, c'est connu. Et c'est la suite de vos grosses têtes de l'été sur RTL avec un petit souvenir du 22 avril dernier. L'invité d'honneur de Philippe Bouvard était Jean-Pierre pour la pièce La Maison du Lac. La honte de l'invité d'honneur. Ah oui, c'est affreux. J'en ai eu plusieurs, mais celle-là, elle m'est restée. J'étais lycéen et j'avais monté Knock avec une distribution remarquable. Knock ou le triomphe, Knock ou le triomphe de la médecine. Et il y avait dans cette distribution, il y avait Piem, qui est devenu un homme célèbre. Il y avait un autre homme célèbre qui s'appelait Decaux. Car Piem jouait à la fois Madame Parpalais et Monsieur Parpalais. On avait mélangé les deux. Vous étiez On n'avait bien pas assez entouré. de monde pour ça. Et Decaux jouait la Dame en violet. Et moi, je jouais Knock, bien entendu. J'avais monté Knock. Et à la fin de Knock, vous savez, au troisième acte, il parle des thermomètres qui vont s'enfoncer. Il y a une espèce de montée lyrique du rôle et du personnage, et disant à 9h25, 450 thermomètres vont pénétrer à la fois, et je lève mon doigt, ma main, pour montrer les thermomètres qui vont pénétrer à la fois, et je perds mon pantalon à ce moment-là. C'est abominable. Je me souviens de ça, de la honte. C'était un triomphe, non? C'était un triomphe, mais pas pour moi. J'étais confus. Vous vous rendez compte, les thermomètres qui vont pénétrer, je perds mon froc, on voit. C'est embêtant. Fait comique extraordinaire. Oui, oui. Le nombre de Mais c'est talentueux humiliant. comiques qui ont baissé volontairement leurs pantalons, Mais moi, pour c'était avoir un un triomphe. Hein. Et j'avais une raison. Mon père m'avait prêté son pantalon fantaisie. Seulement moi, à 15 ans et demi, je devais avoir 45 kilos. Lui, il en pesait 90. J'avais attaché ça avec une problème, ficelle Jean, et boum. Hein, Le problème, c'est que tout le monde a cru que vous l'avez fait exprès. Eh ben, sans doute, oui. Eh oui. Heureusement, c'était un public très gentil. C'était les familles, des familles des participants. Alors, par conséquent, il y avait droit à l'indulgence. Mais le pire que j'ai fait un jour, j'ai dîné avec Anouilh, que j'aimais particulièrement. Il avait vu la représentation du Tournant à Genève, et on dîne après ensemble. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je parle de mon admiration pour Anouilh, et j'ai retenu le mot à la dernière seconde. J'allais lui dire, je voudrais quand même jouer une pièce de vous avant que vous ne mouriez. Et je voudrais quand même jouer une pièce de vous avant que je puisse plus. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai pas dit avant que vous ne mouriez. C'était honteux. Et vous l'avez joué? Non, jamais. J'ai jamais joué à Anouilh. Il a dû s'en douter. Il s'est vengé. Qu'est-ce que vous aviez mangé avec Anouilh des pâtes? Non. La cuisine au beurre. C'était un type remarquable. C'était un type fantastique, Anouilh. Oui, et en même temps modeste, invisible. Invisible. Le contraire du cabot. Grand Il a auteur. refusé une élection de maréchal à l'Académie. Bien sûr. Hein? Il nous a envoyé une lettre aux Français, c'était extraordinaire. On devait jouer de lui une pièce, c'était La Foire d'Empoigne, je crois. Et c'est à l'instant où Bastien Thierry a été fusillé par l'autorité, le gouvernement
gaulliste. Et il nous a envoyé une lettre en disant « Je n'admets pas la pensée d'être joué dans un théâtre dont le gouvernement vient d'exécuter un Français patriote, etc. » Quelles que soient les raisons de son action, c'était un Français patriote puisqu'il tenait à ce que l'Algérie restât française. Bon, c'était dépassé dans le domaine gouvernemental, mais ça avait beaucoup de gueule quand même. On a déploré qu'il ait retiré sa pièce, qu'il a fait jouer d'ailleurs à la Comédie Champs-Élysées par Paul Meurice, avec le plus grand succès, mais nous, on est passé à côté. Alors nous avons tous les jours une bonne histoire, généralement peu connue ou totalement inédite, envoyée par un auditeur. Aujourd'hui, c'est une auditrice, Madame d'Arc du Havre, et je vais demander à Philippe Chevalier de bien vouloir lui prêter son beau talent. Alors c'est un célèbre comédien qui remarque dans la rue une jeune femme, plutôt jolie, qui fait la manche. Alors il l'aborde et il la décide de l'accompagner chez lui. Et là, ils font l'amour à 5 reprises. Le gars est encore vert. Alors au petit matin, avant qu'elle ne s'en aille, il lui dit « Ah, tu mérites une récompense, tiens. Voilà 2 places d'orchestre pour me voir dans une pièce qui fait courir le tout Paris. » « Excusez-moi, dit la jeune femme, mais je suis à bout de ressources et affamé. Vous savez, si je me résigne à ce genre de choses, c'est pour avoir un peu de pain pour mes enfants. » « Du pain, grommelle le comédien. Mais si tu voulais du pain, fallait coucher avec un boulanger. » Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard Sur RTL. Bonjour. Pierre Arditi et Roland Giraud sont 2 très bons comédiens de théâtre. Talentueux, populaires et infatigables de surcroît. Assumant chaque soir le rôle principal dans la danse de l'Albatros, Arditi ne déserte la scène du théâtre Montparnasse que durant 50 secondes. Permanent du spectacle, ubiquiste artistique, séducteur à perpétuité, vrai narcissique et faux modeste, il se réjouit de profiter pleinement de la vie, d'abord en ne dormant que quelques heures par nuit, ensuite en ayant choisi l'une des rares professions ignorant le couperet de la retraite. Pierre Arditi a été très joueur, il s'est un peu désintoxiqué. Aujourd'hui, il gagne à tous les coups puisqu'il ne joue plus qu'avec les mots et avec les idées. Regardez cette aisance avec laquelle il salue le public et il parcourt la scène avant que débute sa garde à vue. C'est agréable. Pierre Arditi, vous arrive-t-il de tourner un film et de jouer une pièce dans la même journée ? Oui, Philippe. Peut-on parler à propos de vos multiples activités, de boulimie de travail, de don d'ubiquité ? Pas de boulimie. La boulimie, c'est une maladie. Hein. Ça consiste à se détruire. Moi, je travaille... Ça, c'est une vraie fin. Ah oui, oui, non. 2 comédiens qui sont ensemble à la ville, s'entendent-ils mieux sur scène ? Oui, quand ils ont appris à respecter le territoire de l'autre. C'est pas de la tarte, mais ça arrive. C'est vrai ? Ah oui, moi, je vis avec une femme qui a appris ça. C'est-à-dire, on se lève, on retrouve la femme avec laquelle on a dormi sur une scène de théâtre et elle continue à tirer la couverture. C'est exactement ça. Vos fiançailles sont-elles sur le point de prendre fin ? Oui, elles sont sur le point de prendre fin. Il y a combien de temps que vous êtes fiancés ? 22 ans. Ah oui. Oui, vous attendiez de voir si c'était du solide. Oui, c'était juste pour voir si ça pouvait coller ou pas. Alors on se dit finalement maintenant, oui, ça va. Ça va. Oui. Vous allez faire une grande cérémonie ? Non, on va réunir tous les amis. Il y en a quand même beaucoup. Mais il y aura moins de monde quand même que samedi dernier sur France 2, hein ? Là, ce serait compliqué. Là, alors, dites donc, le tailleur pour dames, il a taillé en pièces la concurrence. Il a taillé en pièces la concurrence et c'est très bien comme ça. Alors, c'est quand même le grand retour du théâtre à la télévision. Oui, qui aurait d'ailleurs jamais dû repartir, parce qu'il y a évidemment un public pour ça. Et ça fait 20 ans qu'avec mon copain Murat, on pense ça. Et là, heureusement, on est tombé sur des patrons de chaînes qui sont peut-être un peu plus lucides et qui se sont aperçus effectivement qu'il y avait une très grosse demande. A fortiori, quand c'est fait comme ça en direct, c'est-à-dire qu'on s'est absolument fait spécialement. Vous croyez que le public est sensible au direct ? Il est sensible aussi. Ça en ramène, à mon avis, un peu plus. Mais et vous savez bien, vous êtes bien placé pour le savoir, qu'il y a une clientèle
qui peut pas d'ailleurs toujours se déplacer au théâtre et qui est de toute façon même oui, quand mais elle enfin peut le se fait déplacer. que vous fassiez ça en différé ou en direct, ça changerait en contenu. Non, Le contenu rien est le du même, tout. ou c'est bon Non. ou c'est pas bon. En revanche, voilà. pour vous, c'est une adrénaline supplémentaire. hein. Oui, c'est encore un petit peu plus amusant. Mais enfin, on est toujours un peu en direct quand on est un acteur de théâtre. Vous rentrez en scène et puis il n'y a pas de filet. Vous êtes bon, vous êtes mauvais, ça se voit c'est tout de vrai. suite. Est-ce par frilosité que certains hommes sont couverts de femmes? Mais non, ça les rassure, ça les rassure. Je me suis beaucoup rassuré, moi, dans ma vie avec ça. Maintenant, j'ai plus trop besoin, mais... Oui, mais enfin, non, c'est pas par frilosité. Chaque fois qu'on vous donne la parole sur ce sujet qui ne nous regarde pas, parce que Dieu sait que la vie privée des gens nous a... Oh là Ça, bien entendu. Chaque fois qu'on vous donne la parole, vous dites, moi, séducteur, il n'en est pas question, collectionneur de femmes, jamais. Ah, non, pas du tout. Pas du tout, hein. Regardez, ça fait 22 ans que j'en ai une et que je la conserve précieusement en m'accrochant maintenant. Ça veut dire comment ça devient difficile. Enfin, on peut en avoir une au show et d'autres à l'extérieur. Non. Et puis, je te demande de ne pas écouter cette émission. Avant les 22 ans de fiançailles, il y a quand même eu du passage. J'ai eu du passage. c'est dur. C'est complexe, ça arrive. Il faut bien faire des essais avant de prendre le prototype, avant de sortir le prototype. Allons, Philippe. Alors, parlons de vos différentes entreprises. J'ai dit, et je le répète, et avec une admiration qui n'est pas feinte, 2 pièces de théâtre, une qui est passée à la télévision avec le succès qu'on sait, plus de 5 millions de gens qui l'ont regardée. Oui. Une autre... plus sérieuse, celle-là. Plus sérieuse. Une pièce de Nathalie Sarraute qui s'appelle Elle est là. Mais c'est beau, c'est bien. C'est pas du vaudeville, hein? C'est pas du vaudeville, non. Mais c'est intéressant. 2 films, dont un avec notre chère Laurence Boccolini. Absolument. Alors, très sympa. Sympa, oui. Ah oui, très sympa. Ouais, Une très jolie comédie. Alors là, c'est un rôle de composition, puisque vous êtes dans une entreprise et toutes les femmes vous font la cour, mais c'est uniquement de la fiction. Oui, hein. c'est de la fiction. Voilà. Combien de femmes vous courent après? Il a une femme, il a une maîtresse, et il en rencontre une troisième, voilà, qui va laisser les 2 autres d'ailleurs. Oui, du classique, quoi. Oui, c'est assez classique. Oui. Et qu'est-ce que fait Laurence Boccolini dans tout ça? Elle fait le directeur des relations humaines de la boîte que je dirige. Et j'aime autant vous dire qu'il n'y a pas intérêt à tomber entre ses pinces, parce que ça fait bobo, oui. Mais elle est vachement Monique, bien. vous êtes le maillon faible, vous êtes licencié. Ah oui, non, elle est formidable. Et puis il y a les 3 petites Pénélope là, qui sont vachement bien aussi. Il y a Michael Youn, il y a Antoine Decaune, il y a Fanny Antoine Decaune est amoureux de vous aussi. Antoine Decaune est amoureux de moi depuis très longtemps, mais il n'ose pas le dire à Daphné, parce que ça fera un scandale. Et puis l'autre film? Et l'autre film, c'est Le Grand Alibi, qui est tiré d'un bouquin d'Agatha Christie qui s'appelle Le Vallon, et qui est tourné par Pascal Bonitzer, avec des tas de gens bien, Miu Miu, Mathieu Demy, Lambert Wilson, voilà, et qui est un très joli... Enfin, un fond d'intrigue policière, mais en fait qui est une sorte de portrait. Et puis alors ce livre dont nous allons parler avec un plaisir non dissimulé, parce qu'en fait nous en parlons un peu tous les jours, puisque rituellement cette émission, depuis plus de 30 ans, commence par 2 citations et s'achève par une 3e. Et que vous, dans ce livre intitulé « Les répliques les plus drôles du théâtre », vous avez réuni des mots d'auteur. Est-ce que les mots d'auteur sont pas en train de disparaître? Non, je crois pas. Ce qui peut être en train de disparaître, et je vous entendais parler tout à l'heure de ça, c'est que c'est le goût de la langue qui est en train de disparaître. Et ce qui caractérise un auteur, ce qui fait la différence entre un auteur et un autre, c'est qu'il est bon ou c'est qu'il est mauvais. Mais est-ce que la langue doit avoir un goût, hein? Voilà. Bien sûr que oui. Est-ce que la belle-sœur de notre président est une bonne comédienne? Très bonne. Oui. Excellente. Valéria? Oui. Excellente, remarquable. J'ai tourné avec elle dans le Bonitzer, justement. Ah non, c'est pour ça que je vous en parle. Eh ben, oui, c'est une remarquable comédienne. Une bonne réalisatrice aussi. Et c'est une très bonne réalisatrice. Ah non, elle est remarquable. Elle est très, très personnelle. Oui. Formidable. Ah oui. Moi, j'ai joué au théâtre avec elle il y a 20 ans, mais elle est très, très étonnante. C'est une actrice vraiment de première bout. Alors, si j'ose ainsi m'exprimer. Non, j'aurais pas dû dire ça ici. Non. C'est une excellente comédienne. Il ne faut pas lâcher des trucs comme ça, Bouvard. Et la suite des grosses têtes de l'été sur RTL jusqu'à 18h avec ce souvenir du 6 mai, Macha Merrill, Pierre Bellemare, Éric Legérias, Jean Amadou, Bernard Mabille et Philippe Bouvard recevaient Pierre Arditi pour son livre Les répliques les plus drôles du théâtre. Alors,
Ce sont vos auteurs dramatiques favoris que vous avez Il y pillés, en a là. un bon paquet là-dedans. Ah oui, ah oui. Mais surtout, enfin, ceux qu'on cite moins, des gens comme Poiret, par exemple. Oui. Voilà, il y a toujours la Biche, Feydeau, Guitry, c'est inépuisable. Vous avez un peu rajeuni le sommaire. Oui, il y en a d'autres quand même. Alors, quelles sont vos répliques favorites? Celles qui... Mais il y en a que j'ai joué même. Il y a une réplique de Poiret dans Joyeuse Pâques qui est absolument formidable, où la femme du personnage que je joue, parce que le personnage ment, dit qu'il a une fille, et tout d'un coup sa femme lui dit qu'elle veut de nouveau un autre enfant, il lui dit mais voilà autre chose, alors adoptons-en un, je sais pas moi, un petit noir, un petit asiatique, un petit monégasque, c'est vrai, on adopte jamais de petits monégasques, c'est très injuste. C'est formidable. Naturellement, Sacha Guitry... inépuisable. Inépuisable, et ça n'a pas une ride. Non, ça n'a pas une ride, c'est absolument extraordinaire. Si, il y a... Bon, évidemment, il y a ce que vous pensez, ce qu'on pense tous les deux, et sans doute un certain nombre ici autour de cette table. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci, je sais, oui, ça ne fait rien. Sois ignoré, va donc, laisse la gloire à ceux qui font pleurer. Oui. C'est noble de faire pleurer, ce ne serait donc pas noble de faire rire, c'est un vieux... Alors, il y a une jolie réplique dans Quadrille où il suggère quelque chose qu'il ne sait pas tellement pratiquer couramment sur une scène de théâtre. Savez-vous quel est le grand malheur? C'est qu'on ne puisse pas faire l'amour avec une actrice pendant qu'elle joue. Ah oui, ce serait magnifique. Oui, enfin, ça troublerait un peu le spectacle. Et on y croirait davantage quand il s'agit d'une histoire d'amour. Magnifique. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. Une réplique d'un auteur aujourd'hui tombé un peu en quenouille, Louis Verneuil. Ah oui, qui était le gendre de Feydeau. Hein. Ah, le gendre de Feydeau. Oui, je suis pratiquement sûr de ça. Dans l'amour, il n'y a que la conquête et la rupture qui soient intéressantes. Le reste, c'est du remplissage. Super. Et puis... Vous savez ce qu'il faisait, Louis Verneuil? Quand il n'allait pas voir les pièces, il écrivait il lisait le résumé d'une pièce. Alors après, il faisait une critique et ensuite il écrivait la pièce dont il avait vu le résumé et ensuite il allait voir pour voir s'il était capable d'écrire cette pièce. Incroyable. Vous savez qu'une des plus belles répliques d'Henri Bernstein du théâtre, il l'a pas fait au théâtre, il l'a fait en direct dans un procès de Madame Caillot, où il était témoin de Madame Caillot contre Joseph Caillot, et il a dit à un moment donné pendant le procès, j'étais juste avant à la mobilisation de 1914, 4 jours avant, il dit je sais pas quand part Monsieur Caillot, mais je dois le prévenir quand même, moi je partais le jour, lui il partait le jour, à la guerre Monsieur Caillot, il faut tirer soi-même, on ne peut pas faire tirer par sa femme. Oui, parce que... Ça, c'est une réplique parce que, en fait, Madame Caillot était allée venger l'honneur de son mari dans le bureau du directeur du Figaro. Alors, il y a la réplique qu'on doit... Alors, ils se sont mis à deux, quand même, pour l'affaire, hein, de Flair et Caillavet. On n'en parle plus beaucoup non plus. Est-ce qu'ils sont encore inscrits au répertoire? Peut-être à la Comédie Française et encore. Non, je crois pas. Non, je crois même pas. Ah, pourtant, c'est une jolie réplique. Hein. Vergy... Si je t'ai pris ta femme, je te prends ta maîtresse. Si je ne suis pas l'homme d'une seule femme, je suis celui d'un seul mari. C'est superbe. Est-ce que tu as mis des étrangers? Est-ce que tu as mis Oscar Wilde? Non, j'ai mis que des Français. Non, il y a de temps en temps... il y a des Anglais, il y a l'adaptation française d'une pièce étrangère. Il y a Ben Hecht, il y a... Oui, Ben Hecht, à propos du... On violerait leur sœur qui demanderait ses impressions au type pour leur canard. Il y a Robert Roca. Oui, oui. Je la connais, celle-là. Je l'ai eue pour voisine l'autre soir. Elle était si décolletée qu'il fallait regarder sous la table pour voir comment elle était habillée. C'est super. Robert, il disait aussi, je me suis arrêté l'autre jour, j'ai pris une dame en stop, et quand elle a été dans ma voiture, je lui ai dit, voyez, moi je suis pas comme ces gens grossiers et vulgaires qui ne s'arrêtent que pour les jolies femmes. Moi j'en ai une dans l'important d'être constant qui va très bien pour toi, c'est « Je suis opposé aux longues fiançailles. Elles donnent l'occasion d'apprendre à trop bien se connaître, ce qui n'est pas du tout souhaitable. » Et puis il y a dans Une fille dans ma soupe, là, c'était une adaptation française. Ah oui, je l'ai vu, c'était Pierre Brasseur qui jouait ça. Une description d'une dame, pas très galante d'ailleurs, une femme toute en jambes. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Je vois très bien. Eh ben ma femme, c'est tout le contraire. Après le derrière, c'est tout de suite le sol.
Généralement, on est drôle que. C'est toujours au dépend de qu'au quelqu'un, détriment quand même. de quelqu'un, Oui, mais bien hein. sûr. Un peu de méchanceté. Si, on a l'humour en se moquant de soi-même, et l'esprit en se moquant des autres, c'est toujours ça. Hein. Le superbe effet de Knock, qui est quand même une des plus belles répliques de la pièce, quand il fait rentrer les deux mecs qui veulent troubler et qui les examine, et qui évidemment, à l'évidence, ils sont alcooliques, et qui dit à l'un d'eux, votre père est mort? Oui. Il ne devait pas être très vieux. 42 ans. Si vieux que ça. C'est une réplique extraordinaire. Et d'autant plus étonnante que quand on voit la photo de Jules Romain, ça n'a pas l'air d'un rigolo. Non, hein. pas du tout. Oui. Pas Oui, du mais ça, tout. c'est très trompeur, parce qu'ils n'ont pas des têtes forcément Mais même rigolotes. Fédo était sinistre, tout le monde. Ah, oui, non seulement Ah bah était oui, sinistre, Fédo, mais il oui. était Il en est fou. mort, Hein. mais Il il était est fou. fou, Il était fou. Il y en a une que j'adore, Montier. En 1906, Lady Havelock est enlevée à Londres. Son mari refuse de payer la rançon. Il reçoit d'abord une oreille, et puis deux, et puis un doigt, et puis une main, et puis un bras. Bon, ça va. Alors, il a payé finalement? Non, pour ce qui restait, ça n'en valait pas la peine. Quelle horreur! C'est Francis Weber. C'est absolument formidable. Au détail. Et la petite phrase de Obaldia dans le satire de la Villette. Mon père était brigadier, ma mère était consentante. Les grosses têtes de l'été, la suite avec Philippe Bouvard et Macha Merrill, Pierre Bellemare, Éric Legérias, Jean Amadou, Bernard Mabille et l'invité d'honneur du 6 mai dernier, Pierre Arditi. Alors, permettez-moi d'introduire une réplique qui ne figure pas dans le livre et qui est envoyée par Madame Romer de Besançon pour vous proposer d'en identifier l'auteur, qui a dit « Je fais des pièces et ma femme fait des scènes ». Et c'est un auteur dramatique. Oh, bah, c'est Guitry, ça. C'est mort. Et c'est mort. Marcel Achard? Non. Je fais des pièces et ma femme fait des scènes. Macha dit Fédo Guitry, Macha dit Guitry. Moi, je dis Guitry parce que c'est du Guitry pur, mais c'est pas... Courteline. Non, non, je suis pas Les Guitry, auteurs ça, non. dramatiques sont souvent malheureux en ménage. Hein, souvent. Anouilh. Non. Tristan Bernard. Non, Monsieur Bellemare connaît la réponse. La biche. Eugène la biche. La biche. Voilà. Car Monsieur Bellemare est un personnage de la biche. Ah oui. Tout à fait. Un cocu de la biche. Bonne réponse d'Éric Legérias. Il y a des moments d'humour beaucoup plus actuels, puisque il y a Ma sœur est un chic type, qui est de Palmade et de Lavalin, et qui est très récent. Hein. J'ai tellement peur du sida, même quand je prends ma température, je mets un préservatif. Et celle de Pagnol, qui est plus ancienne, dans Fanny, mais qui exploite la même veine, si l'on peut dire. Prenez-lui tout de même la température. Oh non, non, rien qu'en touchant son front, moi je sais s'il a de la fièvre. Et puis à force de lui mettre ce thermomètre dans le derrière, on finira par lui donner de mauvaises habitudes. Il y a quand même des constantes dans la rigolade. Hein. Oui, oui, bien sûr, mais la limite est toujours extrêmement ténue. Mais quand c'est un grand auteur, on dérive jamais du mauvais côté. C'est ça qui est... Puis il y a l'absurde aussi, la biche dans 27 degrés à l'ombre, la première réplique. C'est pas pour me vanter, mais qu'est-ce qui fait chaud. Oui. Elle figure d'ailleurs dans le livre. Oui, ça, elle est magnifique. C'est la biche. Ça, c'est du langage, c'est ça qui est magnifique. Mais c'est déjà de très l'absurde. poétique. Avant Obaldia, Mais oui. avant Ionesco, c'est on y va. Obaldia, il devait connaître le Vélib. Obaldia qui vit toujours. Hein, oui, académicien. Il avait dit si tout le monde faisait du vélo, il y aurait peut-être moins d'accidents d'auto. Là, on est dans l'absurde. Hein. Mais vous savez qu'il y a plein d'accidents de vélo et les hôpitaux sont pleins de Vélib écrabouillés. Oui. Alors, de temps en temps, il y a, sous un des dehors comiques, une vraie pensée polémique, là, dans Topaz. Qui se souvient encore de Topaz? Aussi. Le Spoon, c'est tout ça. Plus Topaz, hein? On l'a joué il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si c'est pas Francis Perrin qui l'a rejoué il n'y a pas si longtemps que ça. Et Marcel Pagnol disait « Les coupables, il vaut mieux les choisir que les chercher. » C'est magnifique. Ça gagne du temps. C'est formidable. Ça n'a pas vieilli. C'est vrai. Et on le vérifie tous les jours en plus. Mais l'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. C'est Pagnol. Félicien Marceau. Oui. Alors, est-ce qu'il n'a pas un peu paraphrasé Beaumarchais? C'est d'être employeur. Oui, un peu, oui. Hein? Oui, ça rappelle quelque chose, ça. Oui, c'est d'être employeur maintenant qui est difficile. Avec toutes les vertus qu'on exige des maîtres, la plupart feraient d'excellents domestiques.
C'est à peu près la réplique de Figaro. Hein. Mais vous parliez de Topaz à l'instant, l'histoire de la pissotière à roulettes dans Topaz. Hein oui, c'est l'histoire de la pissotière à roulettes. Topaz, ça oui. Hein Topaz, oui. Non, Topaz, ça oui. Hein qu'on déplace pour à chaque fois avoir la réclamation d'une autre personne, le cafetier, etc. C'est très moderne, hein, ça se fait toujours aujourd'hui. Hein. Des pissotières à roulettes? Non, mais d'installer les pissotières devant un restaurant. Oui. Et puis Francis Weber qui a fait beaucoup pour le comique théâtral. Hein. Weber, c'est un grand auteur. C'est une mine d'or, oui. Formidable, magnifique. Oui. Il y a Guitry encore. Et Je Audiard. crois que les femmes sont faites pour être mariées et que les hommes sont faits pour être célibataires. C'est de là que vient tout le mal. Non, Audiard ne figure pas parce que Audiard était un auteur de cinéma. C'est pas un auteur. Et il a fait des romans, en revanche, qui sont extraordinaires. Le Petit Cheval de Retour, c'est un chef-d'œuvre total et absolu. Il était un romancier tardif, mais très talentueux. Hein. Frédéric Dard, alors aussi pareil. Enfin. C'est dans le Petit Cheval de Retour qu'il y a ces trois mecs qui sont dans la déroute de 40. Il y en a un qui dit une phrase qui est vraiment du Audiard, quand il dit cette guerre, on voulait bien la gagner. À la limite, on voulait bien la perdre, mais surtout ce qu'on voulait pas, c'était la faire. Et ça, Moi je dis ça, mais on sait jamais. Hein. Si une insomnie vous prend la tête, écoutez donc le best-of des grosses têtes sur RTL entre 3h et 4h30 du matin. Bah oui, je sais. Au moins vous saurez pourquoi vous ne dormez pas. La suite des grosses têtes de l'été, c'est maintenant jusqu'à 18h sur RTL avec les meilleurs moments de la saison 2007-2008 avec Macha Merrill, Pierre Bellemare, Éric Logérias, Jean Amadou, Bernard Mabille. Morceau choisi du 6 mai dernier. Philippe Bouvard recevait Pierre Arditi pour son livre Les répliques les plus drôles du théâtre. Et puis la deuxième citation qui est adressée par Mademoiselle Lanvie, retirée à Gagny, qui a dit « Le théâtre est né de l'Église, elle ne le lui a jamais pardonné ». Est-ce que c'est ça pourrait être Molière. Non, c'est un successeur lointain de Molière. Le théâtre est né de l'Église. Oui. Elle ne le lui a jamais pardonné. C'est un auteur dramatique. Un auteur dramatique et omniprésent dans le livre de Pierre Arditi. C'est Guitry. Bonne réponse de Bernard Mabille, auteur qui figurera d'ailleurs dans une prochaine anthologie. Hein. Absolument. Ah oui, puisqu'il nous a laissé beaucoup de bons mots. Hein. Guitry, énorme. Non, toi, on parle de toi. Oui. Est-ce qu'un jour on fera pas peut-être alors un recueil de Baisse des grosses têtes. Un recueil des perles des grosses têtes. Mais oui. Alors là, franchement, il y a de quoi, hein. Sur 30 ans. Si vous mettez les perles de Jean-Pierre, il y en a un paquet. Hein. Oui. Faut le vendre en odorama. Là, il y a du matos. Et puis là, comme j'ai pas beaucoup de temps, je prépare un petit livre sur les silences de Thierry Roland. Oui. Ça va être beau. Là, on a tout le matériel, ça va aller très vite. Les rires de Thierry Roland. Alors, quelques témoignages, comme d'habitude, puisque vous savez que tout ce que vous dites ici peut être retenu contre vous pendant des générations, car comme la législation nouvelle nous en fait obligation, vos propos sont filmés et enregistrés. Je vous remercie. Et donc, je vais vous faire entendre retourner contre vous. la voix du cher Jean-Claude Brialy, qui, racontait une histoire qui en dit long, mais pour vous, ça ne sera pas une surprise, sur le manque de camaraderie dans votre belle profession. Je joue la pièce de Félicien Marceau avec Marie-Belle au théâtre du Gymnase, et Félicien Marceau me dit, moi j'ai un ami qui vient voir la dernière répétition, ça vous ennuie pas Jean-Claude? Il dit à Marie, non, Marie dit non, pas du tout. Alors on répète, j'étais plutôt en forme, j'étais content, et qu'est-ce que je vois arriver du fond de la salle? Un petit monsieur, c'était Monterland. Il vient vers moi, il parle pas à Marie-Belle du tout, qui est furieuse. Il vient vers moi, il me dit « Ah, vous êtes très charmant ». Enfin, il me fait un peu la cour, je veux dire, j'avais 25 ans. Et il me dit « Est-ce que vous seriez libre pour jouer La ville dont le prince est un enfant ? Nous allons commencer les répétitions avec Jean Meyer. J'aimerais bien que vous jouiez l'abbé. » Alors, je dis « Mais monsieur Monterland, c'était le meilleur ami de Marceau, hein ?» Et je lui dis, mais monsieur Monterland, je commence la pièce demain de Félicien. Oui, mais ça ne durera pas. Ça, c'est toujours vrai. Oui, non, Au moins, c'est pas hypocrite. Hein, là. Oui. Mais c'est une grande famille, les gens de théâtre, les Atrides. Oui. C'est toujours vrai, ça ne dure jamais beaucoup, une pièce. Il y a une très jolie histoire que Jean-Claude m'a racontée avec Marie-Belle, où
au tout début, il était très jeune, il lui servait un peu de secrétaire comme ça, puis ils étaient en tournée, et alors il était là, à côté, derrière elle, et à un moment donné, il y avait encore les fiches qu'on devait remplir quand on allait dans un hôtel, et alors à un moment donné, il disait Marie, qu'est-ce que je mets? Il est marqué né-le. Alors c'est retourné, il fait tu mets oui. Est-ce qu'au théâtre, vous jouez d'abord pour ceux qui ont du mal à rire? C'est ce qu'on appelle les îlots de résistance. Je joue pas d'abord pour eux, mais je joue aussi pour eux. Et à un moment donné, vous repérez ceux qui sont... Dans la seconde. Oui. C'est ce qu'on appelle un public à zone. Voilà. Vous savez ça? Où il est homogène, et à ce moment-là, on le prend, on le sculpte, et on est heureux ensemble. Ou il y a des zones qui vous aiment, des zones qui attendent, et des zones qui sont réfractaires. La résistance, oui. Donc à ce moment-là, le boulot de l'acteur, c'est d'une certaine manière d'arriver à amener cette masse qui apparemment n'est pas prête à venir comme ça, si facilement, à l'amener vers vous. Mais c'est délicieux. En même temps, au bout d'un moment, on est obsédé par ça. Vous savez, c'est comme, vous devez connaître ça, au jeu. Quand vous jouez, nous sommes un peu communs là-dessus, hein, quand il y a quelqu'un à qui vous avez décidé de faire la peau, vous êtes foutu, parce que évidemment c'est lui que vous voulez avoir, et en général c'est lui qui vous a. Oui, bon, voilà. Oui, bon, oui. Hein, comment vous vous êtes désintoxiqué du jeu? Parce que je suis passé à autre chose, heureusement pour moi. À quoi? Au sexe? Non, mais à d'autres formes de jeu. Oui, on peut pas jouer à la fois à la roulette et au docteur. Non, mais j'adore ça, c'est pas ça. J'adore ça, mais non, il fallait plus. J'étais dans des zones trop dangereuses pour moi. Oui, mais c'est très dur la désintoxication. Il y a une dépendance quand même. Oui, hein. C'est comme si je m'étais arrêté de me droguer. Mais les acteurs qui jouent disent que c'est souvent que c'est un booster de carrière, que ça oblige à beaucoup jouer, et quand on perd, que ça oblige à travailler, à jouer. Non, que ça attendez, c'est pas valable seulement pour les acteurs. Pour les acteurs, pour les hommes d'affaires. À partir du moment où vous avez non seulement l'État, votre famille, mais aussi un vice à nourrir, vous travaillez davantage. C'est redoutable. Quel ton prenez-vous pour le commentaire des documentaires animaliers? C'est un ton un peu particulier, hein? Oui, mais l'histoire est particulière, hein, parce que ces documentaires-là, ils ont été faits de manière très précise. Ils ont pris un certain nombre d'animaux, comme des personnages auxquels on s'attache, d'une comédie, et puis ils les ont suivis pendant des années. Donc après, au fond, c'est une histoire qu'on raconte. Alors, c'est pas le ton qu'on a en scène, c'est pas le ton de la conférence, c'est quelque chose d'un... Non, c'est une histoire qu'on raconte. Alors, quel ton vous prenez? Oh, je ne sais pas. Alors, à ce moment-là, le puma rentre dans la... le petit marcassin rentre dans la... Non, mais il y a un type qui faisait ça génialement, c'était Claude Darget. Oui, très bien. Quand vous vous réveillez à 4h du matin, vous n'arrivez pas à dormir, vous allez chercher une bière dans le frigo, on entend ça. Oui, je sais, je suis même relativement culte pour un certain nombre de générations plus jeunes qui me disent « Oh, on a écouté ça, c'est génial !» La mangouste, animal étrange et furieux. Mais c'est très... Est-ce que vous pouvez nous faire le lapin? Non, je ne peux pas vous faire le lapin, Philippe. Je ne peux pas vous le faire. Il paraît que vous le faites admirablement. Non, ça oui. Ah oui, c'est extrêmement difficile à réaliser. Mon ami Pierre Vanek essaye depuis 25 ans, il n'y arrive pas. Les séducteurs savent le faire en général, puisque, bon, vous savez, ils ont raté un nombre considérable de rendez-vous amoureux. Je suis un faux séducteur, moi. Vous souvenez-vous du doublage de Cliff Barnes dans Dallas? Très bien. C'était un beau personnage, hein? Oui, je me souviens plus très bien. Moi, Dallas, ça m'avait pas épaté. Hein. J'ai doublé des trucs plus amusants que ça. Dites donc, ça a eu un sacré succès. Oui, mondial. Je l'ai pas doublé jusqu'au bout. Hein. Moi, non. J'ai doublé non. Après, j'ai fait autre chose. Alors, Cliff Barnes. Cliff Barnes, oui. C'était quel personnage? Il était avocat, si je me souviens. Puis à un moment donné, il était avec Sue Ellen. La poivrotte, là. Voilà. Oh là là. Poivrotte. Qu'est-ce qu'elle buvait, Sue Ellen? Ah oui. Je l'ai fait, j'ai dû le faire sur, je sais pas, une vingtaine d'épisodes, peut-être 25 épisodes. Puis après, je suis passé à autre chose, quand même. Non, j'ai doublé des trucs plus marrants. Christopher Reeve dans Superman, par exemple, ça, c'était rigolo. Alors là, il faut changer la voix. C'est très curieux parce que quand je réécoute ça fait très longtemps, ça fait presque 30 ans. J'ai une voix, maintenant je n'ai plus d'aigus du tout, j'ai plus que des graves. Mais quand je me réécoute, je ne me reconnais même pas. C'est une espèce de voix un peu... Ils ont passé l'autre jour... Un peu évanescente. Ils ont passé Lucky Luke à la télévision, où je double le cheval. Je l'ai écouté 2 minutes et je suis reparti sur une autre chaîne. Tu doubles le cheval de Le cheval, oui, le double cheval de Lucky. Jolly Jumper. Jolly Jumper, oui. Qu'est-ce qu'un serial fucker? En principe, c'est pas comme le nom l'indique. C'est un type qui... Le nom l'indique, qui parle une langue étrangère, mais c'est pas mon cas. Alors traduisez.
Qu'est-ce que c'est qu'un C'est un serial? baiser mortel. Oui, c'est un Ah, baiser oui, oui. mortel. Baiser en série, oui. C'est un baiser en Baiser en série, série, quoi, voilà. Ça n'existe pas, ça. Non. Comment ça n'existe C'est pas une expression que je n'aime pas. Je trouve Non, ça vulgaire, non. ça me plaît pas. Oh. Dans le même style, il y a le starfucker. C'est les filles qui collectionnent les nuits d'amour, ou enfin les instants d'amour avec des stars. On appelle ça les starfuckeuses ou les starfuckers. ouais. Et elles ont en général, elles s'expriment beaucoup sur Internet, celles-là. Elles racontent. Elles inventent. Elles sont journalistes, quoi, c'est tout. Et d'ailleurs, elles n'ont de souvenirs que de gens connus. Hein. Oui. Les autres Elles n'ont ont pas oublié, compté dans oui. leur vie. Moi, j'ai connu une fille qui, alors, elle, n'était pas spécialisée dans les acteurs, mais dans les automobiles, et de préférence rapide. Et alors, quand elle parlait de sa vie sentimentale, elle disait... Ah, l'année dernière, j'étais avec une Ferrari. Et l'invité d'honneur de Philippe Bouvard le 6 mai dernier, Pierre Arditi, autour de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Pierre Bellemare, Éric Legérias, Jean Amadou et Bernard Mabille. Et le plus mauvais public, celui des générales, des premières, celui qui n'a pas payé sa place. Oui. Le plus mauvais public, honnêtement, c'est le public invité, quoi. Oui, oui. Un acteur, si le public pouvait savoir à quel point les acteurs, au théâtre en tout cas, ressentent ce qu'ils balancent, ils n'oseraient plus bouger un cil. Et franchement, quand vous rentrez dans une salle de général et que vous sentez à l'instant même, tu es d'accord avec ça? À l'instant même, tout ce que machin, comme ça, je jouerais pas comme ça, je ferais pas ci, pourquoi il joue ça, pourquoi il joue comme ça, c'est insupportable. Alors le public, c'est le public, voilà. Hein, on se connaît pas. Mais on se connaît et on se connaît pas. C'est simple, le rapport est convivial. Après, ils prennent, ils en veulent pas. pour leur argent, puisqu'ils ont payé. Voilà. Bon. Oui. Mais alors, ils savent le prix de cette chose-là. Êtes-vous l'exception qui confirme la règle? Je veux dire, quand vous allez vous-même, en tant que spectateur, dans un spectacle joué par des copains, est-ce que vous ne réagissez pas de cette façon? Non, je crois pas. Non. Honnêtement, il y en a qu'un, il est à côté de nous. Applaudissez-le. Il n'y en a qu'un seul. Pas beaucoup de temps d'aller au théâtre voir les autres. Non, mais j'y vais et honnêtement, maintenant sans doute encore plus, je vois pas ce que ça me rapporterait de penser du mal des autres, a fortiori quand on ne doit pas en penser. Ça n'a aucun intérêt. Non, mais on est quand même cela dit, s'ils sont mauvais, vous vous dites, au moins il n'y aura pas de concurrence. S'ils sont mauvais dans ces cas-là, où on monte et on va mentir pour pas faire de mal, ou on monte pas et on fait pas savoir qu'on est là. C'est tellement plus simple de pas faire de mal aux gens. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est terrible quand vous êtes dans la loge après. Les gens vous parlent d'autre chose. 54 000, comment ça va? Ça va. Jouvet n'y allait jamais. Jouvet n'y allait jamais. Et quand les rares fois où il y allait, et qu'il allait voir dans les loges après, il disait « C'est très exactement ce à quoi je m'attendais. » C'était un peu ambigu quand même. C'est Tristan Bernard, je crois, qui disait ça. Allez, allons complimentir. Il y avait le sketch formidable de Jacques Villeray, écrit par Dabadi, La Loge. Oui. La Loge, c'était exactement ça. Les gens vous parlent du chauffage, vous disent il n'y a pas de courant d'air. Alors ça va, mais tu es content, ça va, oui, tu viens de jouer pendant 2 heures, on ne parle absolument d'autre chose. Oui. On était mieux placé que la dernière fois, parce que la dernière fois il y avait des courants d'air, mais là cette fois-ci c'était bien, c'était bien fort. Oh le con, qu'est-ce qu'il est con, il est encore plus con de près et tout. C'était un sketch formidable. Vous avez connu ça, monsieur Bellemare, vous? Dans votre carrière de comédien, les félicitations. Extrêmement bref, oui. Non, je n'ai pas connu ça, non. Non, si. Écoutez, moi je me souviens d'un jour où j'ai été vous voir, et j'étais après dans votre loge. Oui, vous êtes sûr? Oui. D'ailleurs, on était très tranquille, j'étais seul. Ça t'a marqué? Non, ce moment-là ne m'a jamais marqué, non. C'est important. Non, mais enfin, l'essentiel, on jouait dans de telles salles. Moi, je me souviendrai toujours de ce moment parce qu'il est extraordinaire. On arrive dans l'extrême sud de la France, dans le Gers, et en pleine campagne. Mais en pleine campagne. Et là, il y a une sorte de construction avec un très grand parking tout autour, mais il n'y a aucune ville, rien. C'est là, en pleine campagne. Et on nous dit, c'est là que vous allez jouer. J'ai dit, mais enfin, ils vont venir d'où, les gens? Ils ont des voitures. Si, vous allez voir, ils vont venir. Et c'est vrai. Bon, le soir, le parking était plein. Et après la pièce, c'est pour ça que c'est le meilleur souvenir, c'était la coutume, on a tous dîné ensemble. C'est-à-dire que les comédiens... Ils n'étaient pas nombreux, les spectateurs, alors. Pardon? Si, il y avait un grand banquet derrière. Si. C'était des salles de... C'est jamais des salles énormes, là, dans ces cas-là. C'est 350, 400 personnes, hein, c'est tout. Mais il y avait un immense banquet, et tout le monde dînait, ensemble, avec les comédiens. Bon.
Voilà, c'était ça l'ambiance. Alors, je n'étais pas ça toutes les fois, bien entendu, mais c'était très souvent des petites salles comme ça, de très très provinciales, et où ces gens souvent venaient vous dire. Ben, monsieur, c'est la première fois que je vois une pièce de théâtre. Alors c'est quand même, on est surpris quand on vous dit ça. Il n'y en a pas qui disaient c'est la dernière. Non, ils étaient très contents. Ils étaient très contents parce qu'évidemment, ils n'avaient pas de comparaison. Ils ne sont pas comme ces comédiens dont on parlait à l'instant pendant les premières, qui sont blasés. Là, ils n'étaient pas blasés du tout. On était peut-être très mauvais, je n'en sais rien, mais on leur faisait plaisir, ce qui est déjà grand-chose. Mais c'est la différence fondamentale, c'est ça. C'est que les gens ne sont pas blasés, voilà, simplement. Moi, par exemple, j'adore aller jouer en province ou en tournée. J'adore ça. C'est Bernard Blier qui m'avait dit, ça va très bien marcher pour vous. N'oubliez jamais que la notoriété, elle ne se fait pas à Paris, elle se fait en province avec ce qu'on appelle le public. C'est eux qui viendront. C'est eux qui vous reconnaîtront. Si eux ne vous reconnaissent pas, il ne se passera jamais rien pour vous. Et jamais ça m'est sorti de la tête, ça. Et chaque fois que je vais en province, c'est absolument délicieux, parce que les gens sont aimables, ils sont calmes, ils prennent pas, ils aiment plus que s'ils ont aimé moins. Le public de province, vous le voyez aussi dans les salles parisiennes, hein. Ils viennent, mais ils viennent parce que tout d'un coup, ils vous ont identifié, ils vous aiment bien. Mais ce qui est pas facile, c'est un rapport presque familial. C'est de trouver des théâtres en province, parce que tous ces théâtres à l'italienne merveilleux qu'il y avait dans toutes les petites villes de France. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins parce que sont ce sont des théâtres municipaux ou nationaux, avec un mec qui monte les spectacles qu'il veut. Et si jamais les gens veulent voir Arditi, il faut qu'ils prennent le TGV et venir à Paris. Voilà, ce sera plus simple. Le 6 mai, il y avait Macha Merrill, Pierre Bellemare, Éric Legérias, Jean Amadou, Bernard Mabille, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Et puis il y avait également Pierre Arditi pour son livre Les répliques les plus drôles du théâtre. Question de Madame Claudette de Lourdes. Quel couple d'acteurs inattendus pratique le bouche à bouche dans le film de Lautner? Attention, une femme peut en cacher une autre. Miu Miu. Miu Miu et c'est deux femmes. Non, Deux hommes. Eddie Mitchell et Rogiane. Oui. Ah oui, Eh c'est bien ça. voilà, bonne réponse de Pierre Arditi et d'Éric Legérias. C'est Mitchell et Alain qui n'ont pas le profil. Il y a la scène non. extraordinaire. Exactement, non. Ils n'ont pas fait de gamin quand même. Il y a une scène extraordinaire dans une gare où ils arrivent, ils ont le même pull qui a été tricoté par Miu Miu pour les deux, qui est un pull immonde, trop grand et tout. Ils ont le même exactement. Ils se croisent dans la gare et il y a juste un regard comme ça. Ils se disent c'est pas possible. Ils ne savent pas qu'ils sont l'un et l'autre mariés avec la même femme. Et il y a cette scène formidable, juste ce regard là entre les deux avec ce pull immonde qui ressemble à une grande serpillière. C'est formidable ce moment-là. Question de Madame Potiès. Dans Angélique, marquise des Anges, comment se nomme le père d'Angélique? Il est Le marquis baron. des Anges, le marquis des Anges. Non, il est baron. Le baron, pas tapon. Oh là 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 là. Il y a Geoffrey de Perrac, bien sûr. Ah bah oui, mais ça c'est Magnifique, pas là. Geoffrey de C'est Perrac. un nom de conserve de foie gras, non? Parce qu'il y avait souvent ça, la comtesse. Du Barry, le baron du Barry. Oui. C'est un nom aristocratique. Ah oui, ben après baron généralement. De Valbongeuse, un nom comme ça. Ah bah oui, il faut Vallombreuse. De Vallombreuse. De Rougemont. C'est un nom comme dans. C'est Sigognac. Si on le sait pas, on peut pas le trouver, ça. C'est Non, impossible. absolument pas. Ah, Je d'accord. pense que les auteurs d'Angélique ont dû l'inventer de toutes pièces. Et qui ne figure pas à l'annuaire de la noblesse. Ah, le Oh, baron non, comme c'est une pelle. De la pelle. perdrière ou de la je sais pas quoi. Le baron d'Agneau. Le baron d'Agneau, bien. Alors, On s'en fout un peu, faut dire la Le vérité. baron hein. de la souris d'agneau, c'est ça. Oui, mais nous pas, parce que ça peut nous coûter 300 €. Hein. De Bois-Baudrey, de Puy-Boncourt, On fait attention quand même. Hein. de Pousse-toi de lac Mimet. Non, mais si vous connaissez On sait pas... pas, on sait pas, on sait pas. On meuble, Philippe, on meuble. Ben oui, je sais Qui l'a bien, interprété, je sais bien. ce père? Si on le sait, Philippe, mais je crois que cette dame a besoin de ces 300 € et on va le lui offrir. Ah oui, Alors, c'était quel acteur? Vous aurez le C'était prix quel de acteur camaraderie. Quel acteur? Quel acteur jouait ce rôle? On se souvient de l'acteur Quel acteur ou pas jouait le L'acteur rôle? qui jouait ce rôle. Alors, Rosen faisait... Geoffrey de Perrac. Chirac, oui, ça. Bon. Ah, le père, là, non. De toute façon, Monsieur Bellemare, c'est pas la question. Non, mais je sais bien, mais c'était pas Il n'est obligé. pas La sur sa question, fiche. c'était comment se nomme dans le film le papa d'Angélique. Eh bien, c'était le baron de Sensé de Monteloup. Ah, De de Monteloup. De de Corvée, Monteloup. oui, c'est ça, oui. Sensé de Monteloup. Ah oui. Est-ce que vous avez connu des accidents de scène, fou rire, trou de mémoire? Oh là là, oui. Pour rire un certain nombre et un ou deux incidents
Cocasse. Comment dire, éthylique. Ah bon Ah oui, vraiment. Une fois, oui. 2 fois. Enfin, une fois vraiment très. Oui. Oui, sans l'avoir voulu, hein. Évidemment sans l'avoir voulu. On vous a pas fait boire de force. Non, on m'a pas fait boire de force. Je vous remercie de me culpabiliser 25 ans plus tard. Et donc, ça s'est traduit en scène par une perte de contrôle. Oui, non, à l'époque, je jouais Don Juan de Molière, qui est quand même là un rôle très lourd. Hein. Et le matin, on avait été... on jouait à Saint-Étienne et on avait été à Ampuis, chez un vigneron magnifique qui s'appelle Marcel Guigal. Et on avait fait de la dégustation de côtes rôties de 9h30 du matin à 4h de l'après-midi avec mon ami Maréchal. Donc évidemment la dégustation d'abord verticale sans manger, puis ensuite on a mangé, il a ressorti des bouteilles, on est reparti... Alors, je sais même pas comment on a pu repartir avec la voiture à cette époque-là. Il y avait pas, je sais pas. Donc je suis arrivé à Saint-Étienne, il devait être 18h. Évidemment, j'étais complètement ivre-mort. Lui aussi d'ailleurs. Donc on est allé se reposer pendant 1 heure. J'ai mis le réveil à 7h, on jouait à 9h. À 7h, je me suis réveillé, j'étais toujours ivre-mort, mais tous les zygomatiques étaient paralysés. Donc j'ai pris, je sais pas, 20 douces froides, 200 cafés, sans sucre. Je suis arrivé au théâtre à 8h15, j'étais toujours bourré. Je me suis dit, à un moment donné, ça va passer. Et puis, l'heure de la représentation est arrivée, et ce n'est pas Don Juan qui commence la pièce, mais c'est Sganarelle. Et donc, quand j'étais en coulisses, je me tenais au mur parce que je n'avais plus d'équilibre, et j'entends, c'était Maréchal qui était ivre-mort, déjà qu'il n'a pas une très bonne articulation, donc rien. Et alors ensuite, la porte s'ouvre sur moi, donc la vision, à cette époque-là, j'étais quand même un peu plus jeune, c'est pas mal. Et je me tenais dans l'encadrement de la porte, parce que si je lâchais l'encadrement de la porte, je tombais. Et on a entendu... explosé en vol, et la représentation a été un scandale. Le public s'en était quand même aperçu. Il ne pouvait pas ne pas s'en apercevoir, c'est impossible. Alors petit à petit, quand même, les gens étaient cloués, ils ne comprenaient pas très bien ce qui se passait, donc ils étaient cloués sur leur siège. Surtout ceux qui n'ont pas vu la pièce, c'est la première fois, ils peuvent croire que c'est une histoire de Poivreau. Hein. Oui, là c'était totalement une histoire de Poivreau. Donc, après, alors il y a aussi le lapsus en scène, et Jean-Pierre, qui était notre invité d'honneur, il y a peu de temps, nous avait conté l'un de ses lapsus. Il y avait un homme qui était un admirable acteur, qui s'appelait Henri Roland. Il articulait avec les dents d'une façon extraordinaire, c'était fantastique, mais il postillonnait beaucoup. Il a joué un jour une pièce « Est-il bon, est-il méchant ?» Et il avait à dire à propos de querelle, j'en ai fait cesser de plus longue et de plus dure. Et un jour, cet homme qui articulait admirablement a eu un petit défaut de mémoire, et il dit, j'en ai fait sucer de plus longue et de plus dure. C'est formidable. C'est que les actrices qui étaient en scène, il y en a une, on peut dire elle n'est plus là maintenant, c'est Madame de Chauvron. Quand elle est partie, il y avait un petit rond sous la robe. À l'occasion de la sortie du nouveau film d'animation des studios Disney Pixar Wall-E le 30 juillet au cinéma, RTL vous offre des invitations VIP pour 2 personnes à l'avant-première du film Wall-E qui aura lieu le jeudi 17 juillet à Paris. Aujourd'hui, il y avait une question dans Toy Story des studios Disney Pixar. Quel est le nom du cow-boy ami d'un ranger de l'espace? Il fallait répondre Woody. Bravo à notre gagnant Carlos Dacosta d'Épinay-sur-Orge qui a été tiré au sort et qui gagne 2 places pour l'avant-première de Wall-E, le nouveau film Disney Pixar, le 17 juillet prochain, donc à Paris. À demain sur RTL pour jouer avec nous. Et on continue avec vos grosses têtes de l'été et les meilleurs moments de l'année. Le 6 mai dernier, Pierre Arditi était l'invité d'honneur. La honte de l'invité d'honneur. La honte, c'est encore une histoire un peu éthylique. C'était une audition. Pas devant n'importe qui. La honte. Oui, mais c'était un beau souvenir. Oui. Ouais. C'était avec Laurent Terzieff, il y a très longtemps. J'étais un très jeune acteur, et il faisait passer une audition pour une pièce d'Andreïev qui s'appelait La Pensée. Non, la Valse des chiens, oui. Et j'étais tout jeune, je devais avoir 21 ou 22 ans, et j'avais là une trouille terrible. J'avais encore pratiquement rien fait. J'étais en avance, alors j'ai attendu rue du Vieux-Colombier, maintenant j'habite à côté là, donc c'est drôle, chaque fois que je passe devant ce quartier, évidemment ce café, ça me fait un choc, et j'ai bu 3-4 bières comme ça en attendant qu'il m'auditionne. Et quand je suis arrivé, il faisait très chaud, c'était en été, j'étais un peu, j'étais pas bourré, mais j'étais un peu pompette, j'étais un peu mou, j'étais un peu flasque, puis j'avais plus de diction, et Terzieff s'en est rendu compte tout de suite. J'ai commencé à savonner mon texte, j'arrivais pas bien à lire, et il m'a regardé très tendrement, il m'a dit, écoutez, je crois que vous êtes un petit peu fatigué.
Ça n'est pas grave, vous allez revenir demain, on refera une lecture demain. Mais il fait très chaud, puis moi aussi d'ailleurs, je suis un petit peu fatigué. Ça, c'est gentil. C'était hein. absolument divin, toute ouais, ma ouais. vie, je m'en suis souvenu de ça. D'ailleurs, je suis resté gravé aussi, chaque fois qu'un gamin vient me voir, un truc comme ça, je fais attention à ne pas mal le recevoir. En plus, Terzieff, déjà à l'époque, c'était un culte pour des gens de ma génération. Bon, il n'est pas tellement plus vieux que moi d'ailleurs. Et cette manière dont il a été tendre, à un moment où j'étais moi-même en péril et très peu sûr de ça moi. montre que les jours où vous qu'il y a buvez des gens pas dans du le vin, métier vous qui, eux, buvez sont de la dignes bière. Hein. Voilà. Est-ce que tu as joué la pièce après Est-ce que tu as joué après la pièce? Non. Non, mais il m'a fait travailler pendant 2 heures et il m'a appris un truc absolument formidable. Il m'a dit, vous allez voir, je vais vous apprendre une chose. Quand vous aurez un jour à jouer un personnage qui doit mépriser un autre, regardez cet autre non pas comme s'il était un être humain, mais comme s'il était un objet. Voilà. Et c'est resté, et je l'ai absolument. Je m'en suis servi 1000 fois. Vous le faites? 1000 fois. Oui, quand je joue, pas dans la vie courante. Comme ça, non. Oui. Non, parce que moi, je là... suis souvenu toujours. Oui. Ouais. Ça m'est resté gravé pour toujours. C'est pas une honte, j'ai été honteux quand je suis rentré. En même temps, c'était une très belle histoire. Ouais. Oui, puis vous êtes dit, tiens, plus tard, je la raconterai à la radio. Voilà. Monsieur Dutour, bonjour. Monsieur Bouvard, bonjour. Vous êtes bien solennel, hein? Et vous? Ah oui, mais vous, c'est vrai que... Vous êtes en costume académique, là, en ce moment? Bien entendu, je m'y mets dès le matin, je garde pour dormir. Question de Madame Bourbin. Pourquoi Apollon fit-il pousser au roi Midas des oreilles d'âne? Parce que le roi Midas avait joué sur sa flûte de Pan quelque chose qui était moins bien que ce qu'Apollon avait fait, et ça l'a agacé. Exactement. Bonne réponse de Jean Dutour. Là, on peut pas lutter. Non. Je suis en costume, qu'est-ce que vous voulez? oui. Deuxième question culturelle de Monsieur Paul Fiet. Qu'est-ce que la caminologie? C'est Caminologie. l'art des cheminées. La science des... L'art des cheminées. Oui, la science des cheminées, elle vient de le dire. Voilà. Bonne réponse de Macha Merrill, alors là... C'est le latin qui m'aide. Le latin, l'italien. C'est peut-être le fait Camino. que vous avez connu beaucoup de petits ramoneurs. Oh, je savais que ça tournerait comme ça. Et je m'en vante, et je m'en flatte. Et vous savez qui est l'inventeur de cette discipline? C'était 2 frères. Les frères Bellâtre. Non. Les frères Montgolfier. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont eu l'idée de gonfler leur ballon. Mais en chantant Ramona. Bon, monsieur Dutour, Monsieur Bouvard, oui. 50%. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui se contenteraient de ce résultat. Merci. À ce soir, Sébastien. En attendant, c'est la suite et c'est la fin des grosses têtes de l'été avec les meilleurs moments de 2007-2008 en compagnie de Pierre Arditi, l'invité d'honneur de Philippe Bouvard le 6 mai dernier. La dernière citation vient de Monsieur Moreau. Qu'est-ce que j'en ai fait de Monsieur Moreau? Oh là. Oh, c'est vache. Il est dans la corbeille, non? Moreau vache. Non, je ne l'ai pas mis dans la corbeille. Attendez. On vous donne la réponse, Sacha Guitry, puis voilà, c'est bon. Il vous remontrez la question derrière. C'est vrai, une chance de tomber juste. Mais... il y a la poubelle, monsieur Moreau. Voilà. Vous l'aviez jeté. Vous l'avez dit, Philippe. Il l'avait jeté, c'est vrai. C'est bien de faire le tri. Vous voyez, c'est bien d'avoir plusieurs poubelles avec le tri, comme ça on retrouve les choses. Le tri sélectif. Alors, c'est une citation. C'est une citation qui vient de Nice où habite Monsieur Romain, qui a dit « L'acte le plus artistique d'un artiste consiste à bien choisir son public. » C'est un acteur qui a dit ça? Alors, cet homme fut à la fois auteur, acteur, dessinateur, auteur de générique. Topor. C'est Topor. Ah oui. Excellente réponse de Jean Amadou. Bravo. Et cher Pierre Arditi, vous savez que si vous nous écoutez de temps en temps, nous donnons la parole en fin d'émission à un auditeur.
un auditeur qui nous envoie une bonne histoire et ça nous permet de renouveler notre stock puisque il y a de bonnes histoires souvent trop connues, parfois pas très convenables. Et là, nous avons à la fois de l'inédit et de l'histoire pouvant être mise dans toutes les oreilles. C'est Éric Legérias qui va raconter celle d'aujourd'hui que nous a adressée Monsieur Boutin, qui est le mari de qui vous savez, et qui habite Chalonne-sur-Loire. Alors on dit le point, Monsieur Boutin. Il a des loisirs, hein, parce que Madame travaille. Madame n'est pas là souvent. Un couple part en vacances au bord d'un lac. Comme tous les jours, le mari prend son bateau pour pêcher au milieu de ce lac, pendant que sa femme, elle, reste à lire tout l'après-midi en attendant le retour de son mari pour faire sa sieste habituelle. Un jour, elle décide de prendre le bateau et s'installe au milieu du lac pour lire un livre. Soudain, un garde-côte arrive vers elle et lui demande ce qu'elle fait. Ça ne se voit pas, non, je lis. Non, mais vous savez qu'il est interdit de pêcher. Et vous avez tout le matériel nécessaire à bord. Je vais être obligé de vous mettre une amende. Ah, si vous faites ça, je porte plainte pour viol. Attendez, madame, mais je ne vous ai même pas touché. Oui, mais vous avez tout le matériel pour. J'ai eu le grand plaisir de recevoir Pierre Arditi. J'avais, en plus de l'amitié et de la sympathie, 5 bonnes raisons professionnelles de le convier, qui étaient 2 films, 2 pièces, dont une est déjà jouée mais restera dans les mémoires et les audimates, et un livre vers lequel je vous renvoie les répliques les plus drôles du théâtre. Et ce titre est pleinement justifié. Merci, bravo, à demain. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.